Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour voilà, ce webinaire qui n'était pas prévu au départ mais qui s'est rajouté un petit peu tardivement sur la programmation des nouvelles pratiques philosophiques, sur le parcours en tout cas des nouvelles pratiques philosophiques organisées par Canopé. La fois dernière, on a reçu Yon Yu et aujourd'hui qui nous parlait surtout des débats philo mis en place à l'université. Aujourd'hui, donc, on reçoit Jean-Charles Pétier et Arnaud Massoni. Donc, Jean-Charles Pétier, qui est professeur de philosophie à l'ESP de Créteil, qui a été aussi collaborateur de nombreuses revues comme Pomme d'Api, Astrapi, Phileas et Autobulle, qui est l'auteur aussi de plusieurs ouvrages, notamment concernant la visio philosophique avec les élèves dès la maternelle et à l'école primaire. Jean-Charles, je vous laisserai peut-être compléter la présentation. Et Arnaud Massonnier, qui est du coup le créateur, si je ne me trompe pas, de l'application Lilycool. Pareil, Arnaud, je te laisserai détailler un petit peu plus cette application, puisque je pense que c'est prévu que tu la présentes un petit peu plus en détail. Et donc aujourd'hui, le thème qui nous réunit, sont comment en fait les débats, ces débats à visée philosophique peuvent se mettre au service du climat de classe et prévenir d'une certaine manière le harcèlement. Jean-Charles et Arnaud, je vous laisse la parole. Merci Nicolas, merci à toutes et tous d'être avec nous pour ces 2 petites heures ensemble. Moi, je vais plutôt agir en tant que monsieur loyal pour porter l'échange avec Jean-Charles qui va pouvoir nous partager son expertise, son expérience. Donc peut-être juste Jean-Charles, si tu veux rajouter quelques mots sur ton pédigré pour l'audience. Bon, j'y tenais pas spécialement. Bon, j'ai fait des travaux de recherche d'abord sur les activités qu'on n'appelait pas encore à visée philosophique à cette époque-là, avec les adolescents en grande difficulté scolaire. Hein. Ça a été l'objet d'un travail de recherche. Et puis, le tout articulé beaucoup aux problématiques liées aux politiques, en fait, hein, c'est-à-dire à la question des droits de l'homme et derrière à la question de la démocratie républicaine, en quoi ce type de pratique devait être au cœur des apprentissages à l'école. Voilà. Donc ça, c'est d'un point de vue plus universitaire, on va dire. Voilà. Et puis sinon, j'ai beaucoup de pratiques de philo avec les enfants, adolescents ou adultes, hein, parce que j'accompagne pas mal de pièces de théâtre aussi. Je travaille avec des compagnies de théâtre. Voilà. Donc, et puis avec Lily, bien sûr. Voilà. Voilà, Jean-Charles, qu'on ne présente plus, même si tu t'es un peu présenté. Merci pour ça. Donc moi, rapidement, le lien avec Jean-Charles Pétier et pourquoi je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Donc Arnaud, très rapidement, je suis fils d'enseignante, un entrepreneur investi dans la transition sociale depuis quelques années, et je suis effectivement cofondateur de Lilycool, qui est un assistant pédagogique à destination des enseignants, des animateurs et des parents pour enseigner les compétences psychosociales aux enfants de la maternelle au collège, qui est utilisé par 6000 enseignants et qui est soutenu par le ministère de l'Éducation nationale à travers différents dispositifs. On en reparlera un peu plus longuement, mais très rapidement, un peu plus tard, pardon. Dans Lily, on trouve des temps calmes pour travailler sur les émotions et l'attention des élèves. On trouve de l'improvisation et de l'expression artistique pour travailler sur la créativité et l'aisance à l'oral. Et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a une grande partie de Lily qui propose des ateliers de philo pour enfants avec différentes modalités dont on parlera et des modules de formation qui ont été donc, tout ceci a été conçu, écrit, enregistré, podcast et vidéo par Jean-Charles Pétier et Edwige Chirouter. Jean-Charles étant avec Edwige nos référents philosophiques et pédagogiques de Lilycool. C'est un honneur pour nous et c'est ça le lien. Voilà. Donc première question peut-être Jean-Charles. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce qu'on entend par climat scolaire? Alors, le climat scolaire,
qu'on appelle le climat scolaire, c'est le résultat d'une analyse des contextes d'apprentissage et de vie à l'école, construction du bien vivre à l'école, du bien-être pour les élèves, pour les personnels dans l'école. Alors c'est lié à un certain nombre de choses, le sentiment de sécurité, mais encore plus peut-être l'engagement, le fait de s'engager, d'être motivé, le plaisir aussi. Et c'est un reflet du jugement qu'ont finalement les parents, les élèves, les personnels de la vie et du travail dans l'école. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle ce climat. Voilà, c'est le reflet de ces analyses qui sont produites sur ce contexte d'apprentissage finalement. Ok, très clair. Et donc question faussement naïve, mais pourquoi vouloir agir sur ce climat scolaire? Bon, alors d'abord, je suppose que si on a des interlocuteurs aujourd'hui, c'est qu'ils sont convaincus que ça doit servir à quelque chose ou qu'ils sont au moins en interrogation par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, si ce n'est pas le cas, s'ils sont comme ça des béotiens complètement, on pourrait se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on en a à fiche du climat scolaire, pour parler un peu rudement, voilà, bon, que les élèves soient bien à l'école, bon, d'accord, c'est gentil, mais bon, on a peut-être autre chose à faire à l'école. On est là pour apprendre, on est là pour transmettre des savoirs, des connaissances, etc. Donc, bon, il n'y a peut-être pas besoin non plus dans les priorités, c'est peut-être pas ça. Or, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que les études nous montrent, c'est que les écoles où le climat scolaire est bon, eh bien, les apprentissages et les résultats sont meilleurs, tout simplement. Voilà. Donc, même si je me focalise sur la question des résultats scolaires, le lien est établi par la recherche entre, à école égale, on va dire, à condition d'enseignement égal, ben, une école où le climat scolaire est bon a de meilleurs résultats que l'école où le climat scolaire est dégradé. Voilà. Donc, Jean-Charles. Oui, je voulais aussi donner quelque chose qui est extrêmement important dans un contexte français en particulier. C'est qu'une des grandes questions de l'école française, c'est la question de l'inégalité face à l'apprentissage, et que les études nous montrent que un bon climat scolaire fait plus que compenser la question de l'inégalité à l'école. Donc, on est là sur des choses qui sont fortes, extrêmement importantes. Voilà. Alors effectivement, c'est fondamental. De manière aussi fondamentale, ça peut, comment dire, impacter très positivement, améliorer le moral et des élèves et des enseignants. Donc à tout niveau, le climat scolaire, c'est un levier sur lequel il faut autant que possible agir. Et donc à ce sujet, on peut définir des grands facteurs. Est-ce que tu peux nous partager quels sont les grands facteurs de ce qu'on appelle un bon climat scolaire, Jean-Charles? Bon, alors, en général, on va dire qu'il y a 7 facteurs qui sont interdépendants. C'est-à-dire qu'en général, on va voir qu'une école qui a un bon climat scolaire joue sur ces différents facteurs, en réalité. Donc, d'une part, des stratégies d'équipe, c'est-à-dire des équipes qui s'entendent, qui travaillent ensemble, qui s'apprécient, qui ont des conceptions communes. Et, voilà. Des enseignants qui ont des stratégies pédagogiques, qui vont chercher à favoriser l'engagement des élèves, la motivation, donc qui s'intéressent à la place qu'ont les élèves là-dedans et leur rapport à l'école et à eux-mêmes, finalement. Bon, des cadres qui doivent être clairs, avec des règles qui sont claires, donc explicites, qui sont explicitées, comprises, réfléchies par les élèves. Des éléments de politique de prévention des violences et du harcèlement, puisque les phénomènes de harcèlement se produisent de façon beaucoup plus forte dans les écoles dont le climat est dégradé. Et comme par hasard, lorsque le climat s'améliore, les questions de harcèlement diminuent aussi. Des écoles dans lesquelles il y a une coéducation avec les familles, donc ce lien à nouveau qu'on va voir entre les collègues, mais entre les collègues et les familles, mais aussi avec les partenaires de l'école,
Et la question aujourd'hui n'est pas anodine parce que j'ai cru comprendre que dans le public qu'il y avait aujourd'hui, dans les gens qui participent, il y a des enseignants, mais pas que. Il y a aussi des gens qui sont susceptibles d'intervenir en dehors de l'enseignement. Donc, le lien avec les partenaires de l'école, la qualité de vie à l'école, et puis aussi une organisation du temps et des espaces qui ont été adaptés. Bon, attention, aujourd'hui, ce dont on va parler, ça ne veut pas dire que ça va concerner tous ces facteurs-là. On va voir qu'il y a des facteurs qui sont privilégiés dans notre réflexion, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, donc on ne prétend pas non plus faire de la magie aujourd'hui. Il y a aussi évidemment une implication des collègues qui vont écouter, avoir envie de tenter l'expérience, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, on va voir donc l'importance de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire ce type d'activité comment ça rentre dans ces facteurs d'un bon climat scolaire. Alors, en particulier, je pense qu'on va s'attacher au cadre. Comment est-ce que, avec des règles explicitées, comprises par les élèves ou les enfants, on peut effectivement travailler à ce climat scolaire. On parlera aussi tu parlais de stratégies pédagogiques qui favorisent l'engagement, donc de pédagogie active. Ce qu'on propose à travers l'IDICOOL, ça participe de ces moteurs-là. Tu parlais également du fait qu'on voit la diminution des situations de harcèlement quand il y a des politiques de prévention des violences. Alors justement, est-ce que tu peux peut-être partager avec nous comment est-ce qu'on mesure aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut mesurer le climat scolaire? Bon, en fait, ça passe par des enquêtes qu'on appelle des enquêtes de victimation, tout simplement. En général, ça s'appelle des enquêtes de victimation et de harcèlement. Voilà. Donc, on a des protocoles de questionnement et on va directement interroger les élèves principalement, les personnels éventuellement ou autres participants de la vie de l'école. Donc, ça passe par des questionnaires qui sont anonymes. Et la question n'est pas anodine du tout, puisque moi j'ai fait passer un certain nombre de ces questionnaires. Ils sont anonymes et ils ne seront pas lus quand on les fait passer, par exemple, pour les élèves. Ils ne seront pas lus par leurs enseignants. Alors on va dire pourquoi? Pour une raison très très simple. Moi j'ai vu des classes qui me disaient monsieur, c'est vrai que le maître ou la maîtresse ne va pas lire. C'est sûr, hein? Bon, parce qu'il y a des questions qui vont essayer d'établir si tel élève déclare subir des victimations. Alors le risque, évidemment, c'est qu'ils disent n'importe quoi. Donc on va procéder en croisant des questions, en ayant élaboré des questions qui permettent de croiser des résultats pour vérifier que ce qui est dit, au moins, est cohérent dans les déclarations. Voilà. Et donc ce sont des questionnaires d'une 50aine de questions à l'école élémentaire, mais on en fait passer au collège. Moi, j'en ai fait passer un certain nombre au collège, voilà, qui sont un petit peu plus longs aussi. Bon, voilà, pour des raisons de fatigue aussi, parce que quand il y a beaucoup de questions, au bout d'un moment, ils fatiguent et ils mettent n'importe quoi. Bon, voilà. Alors, évidemment, c'est du déclaratif, du subjectif, au sens où c'est la façon dont les élèves eux-mêmes ont ressenti les choses. En même temps, voilà, ces questionnaires, ils donnent des résultats qu'on n'avait pas vraiment avant de les faire passer. C'est-à-dire qu'avant, on se disait, on va regarder le climat scolaire en fonction finalement des déclarations d'incidents, par exemple, qui sont faites dans les écoles. Voilà. Mais on s'est rendu compte que les déclarations d'incidents relevaient d'incidents qui étaient perçus directement par les enseignants, et heureusement, mais en même temps qui ne rendaient pas nécessairement compte de ces harcèlements qui concernent des actes qui peuvent paraître, quand ils sont isolés, finalement pas très graves, sauf qu'il y a une répétition, etc. Bon, voilà. Et ce que ça va donner comme résultat, c'est qu'on a, en gros, ce qu'on établit par la recherche, c'est qu'il y a 11 à 12% des élèves qui sont harcelés. Voilà. Avec des questions de harcèlement moral qui montent à 14%. Voilà, et avec des conséquences qui sont absolument pas négligeables en termes de santé mentale, de décrochage scolaire, d'absentéisme et de perte d'image de soi, ce qui est
autant d'éléments qui nous interrogent aussi aujourd'hui. On verra pourquoi après, dans le cas des activités à visée philosophique, la question de l'image de soi se joue aussi. Voilà. Alors c'est une bonne transition, Jean-Charles, parce que effectivement, à propos des ateliers philosophiques, quand on préparait cet échange, pour toi, il faut faire la part des choses entre les ateliers philo qui seraient, comme tu dis, une réponse magique au climat de classe et à la prévention contre le harcèlement. Donc peut-être une dernière remarque en guise d'introduction de ta part sur la question du climat scolaire et de son rapport à la philo pour enfants. Oui, alors, c'est vrai que l'intitulé de l'intervention d'aujourd'hui, tel que c'est formulé, on se dit, ben voilà, finalement, je voudrais un bon climat scolaire, donc je vais faire des ateliers à visée philosophique. Voilà. Et dans ce cas-là, les ateliers à visée philosophique, ça serait comme un genre de moyen pour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut interroger, hein, parce que je vais prendre un autre exemple et vous me pardonnerez peut-être de de prendre cet exemple-là. Mais au moment où on a créé l'école inclusive, par exemple. L'école inclusive, c'est donc une école dans laquelle des enfants de profils divers vont. Et par exemple, des élèves qui ont des handicaps. Bon, le fait que toute cette diversité d'élèves soit ensemble, on va dire, ben, ça leur permet de s'ouvrir à la diversité. Mais si on retournait le raisonnement et qu'on dise « Ah, mais une école qui ouvre à la diversité, c'est super, donc on va prendre des élèves handicapés, comme ça les autres auront l'habitude de les fréquenter. » Quelle horreur, ouais, on se dirait, mais c'est pas possible. Ce sont des enfants en même temps, ce sont des enfants comme les autres. Donc, ce qui motive le fait qu'ils soient à l'école, c'est pas qu'on veut ouvrir les autres à la diversité, c'est qu'ils ont droit à l'école. Bon, voilà. Eh bien, moi, j'ai défendu l'idée que les activités à visée philosophique, elles avaient une pertinence à l'école en elles-mêmes. Mais maintenant, ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on développe ce type d'activité, on va, par là même, il va y avoir des incidences, hein, des résultats qui sont intéressants en termes de climat scolaire. Mais ne retournons pas la problématique. Hein. Ne vous dites pas, ah, je veux un bon climat scolaire, donc je vais faire de la philo. Non, non, non. Je crois qu'il faut essayer de voir en quoi la philo est intéressante et son lien avec la question du climat scolaire. Voilà. Il faut éviter la vision utilitariste. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui peut motiver de manière plus générale la mise en place des activités à visée philosophique, voilà. Et quels sont les enjeux selon toi et voilà, de manière macro avant d'aller rentrer un peu plus encore dans le vif du sujet, quels sont les bénéfices de manière générique qu'on peut trouver chez les enfants? Voilà, alors la première chose que je voudrais dire, et très souvent quand je fais des conférences, je demande aux gens, mais pourquoi on fait ça finalement? Pourquoi mettons ça en place? Et les collègues hein, qui commencent à réfléchir, les collègues enseignants, les collègues animateurs, etc., commencent à réfléchir. Et on va essayer et finalement, à travers cette réflexion, on s'aperçoit qu'apparaissent ce que seraient des grandes dimensions de ce pourquoi on fait de l'école, aussi, tout simplement, ce qu'on cherche à faire. Et on va se rendre compte que derrière ça, il y a des premiers types d'enjeux qui sont des enjeux de type éthique. Hein. On va chercher, les activités à visée philosophique visent à développer la liberté de penser, l'autonomie intellectuelle. Bon, elles vont se référer à un cadre politique, à un idéal de cadre politique qui serait celui d'une démocratie. Alors ça, c'est pas une évidence, hein, parce qu'il est loin d'être évident que les philosophes ont tous été nécessairement des grands démocrates, pas du tout. Mais en même temps, on se rend compte que ce qui est sollicité dans ce type d'atelier est corrélé à ce qui est attendu d'une démocratie au sens contemporain du terme, hein, une démocratie de type républicain, hein, c'est-à-dire qui va s'intéresser à la question du bien commun,
qui se fonde sur des pratiques d'échange. Et pourquoi les échanges? Parce que l'échange, c'est ce qui va permettre de prendre la décision politique en éclairant le jugement, puisqu'on on discute, qu'apparaissent des perspectives différentes. Bien, et ça sera peut-être intéressant pour les enfants de découvrir que les autres, ils ne pensent pas nécessairement la même chose qu'eux. Voilà. Et pourtant, on vit tous ensemble, sans se battre. Peut-être quelque chose d'important là-dedans. Hein. Bon, ça se situe aussi dans la réalité de l'UNESCO qui, constatant le lien entre le développement de la philosophie et puis le développement de la démocratie, encourage et souhaite que dans les pays soit encouragé le développement de ce type de pratique à l'école. Hein. Bon, il y a aussi une entrée qui serait d'ordre sociologique, hein, avec des... si vous êtes enseignant ou si vous êtes en lien avec les enfants, vous êtes confronté à des enfants d'une très grande variété. Hein. Et ces enfants d'une très grande variété, dans leur pratique familiale, ils n'ont pas nécessairement tous des pratiques du langage ou des pratiques de la réflexion, enfin des pratiques qui les encouragent à développer leur réflexion, à développer leur esprit critique, etc. Et si l'école ne le fait pas, alors qui le fera? Et si c'est attendu par le système, alors si on ne le fait pas à l'école, ça veut dire qu'on a des citoyens de seconde zone? Ça doit nous interroger quand même. Bon, des perspectives de type psychologique, par exemple, développer l'estime de soi. Hein. Alors, pourquoi développer l'estime de soi? Peut-être parce que je suis considéré comme quelqu'un qui est capable de réfléchir, et la meilleure preuve, c'est qu'on examine ce que je dis, qu'on le donne à voir, qu'on le donne à discuter. Bon, il y a des perspectives de type cognitif, hein, le fait qu'on s'appuie sur ce qu'on appelle le socio-constructivisme, c'est-à-dire un échange complexe, hein, qui va solliciter la pensée, qui va lui apprendre à s'organiser. Voilà. Et puis évidemment tout ce qui tourne autour des apprentissages de l'école, hein, c'est-à-dire que on va développer le langage, et oui, puisqu'il y en a besoin. Donc on va du coup avoir besoin des mots, avoir besoin de préciser sa pensée, parce que sinon elle n'est pas comprise. Donc, développer une pensée aussi réflexive, une pensée créatrice aussi, créatrice d'idées. Et moi, je suis frappé de voir comme les enfants peuvent avoir des propositions, un œil neuf sur beaucoup de problèmes qui nous concernent, hein. Mais aussi une pensée critique. Bon, voilà. Et c'est ce qui va expliquer que finalement, ce type de pratique rencontre plutôt de l'écho, un écho très favorable et un développement au niveau international. Et du point de vue des enfants, donc du coup, Jean-Charles, qu'est-ce que tu pourrais souligner comme grand bénéfice de ces pratiques? Bon, d'abord, je crois qu'il faut que bizarrement, même l'école, même pour les très petits, il faut aussi avoir en tête qu'elle a des grandes perspectives. Et ces grandes perspectives, c'est celle de l'humanité. Apprendre à des enfants à se situer dans une humanité qui se questionne, qui cherche à élaborer des réponses grâce à sa raison aux questions qu'elle se pose. Hein. Bon, donc ça, c'est le premier bénéfice, et il n'est pas anodin du tout, parce qu'on est dans une humanité, les enfants sont confrontés à plein de types d'humanité finalement, et c'est ça aussi la démocratie et le monde contemporain, et quelque part se rendre compte que des problèmes qu'on soulève concernent toute l'humanité, et qu'ils ont concerné l'humanité avant, hein, pas simplement dans l'espace de notre humanité actuelle, mais l'humanité depuis ses origines. Ça, c'est quelque chose qui a presque un côté rassurant, je dirais aussi, de se dire je ne suis pas le seul à me poser des questions. L'humain se pose des questions. Voilà. Alors plus concrètement, il y a toute la question du développement du langage, de la capacité d'exprimer des idées, hein, et donc d'apprendre à employer des mots, à découvrir des mots aussi, à découvrir des mots qui nous permettent de préciser des idées. Bon, réfléchir, débattre, exercer l'esprit critique, mais aussi se découvrir soi-même comme quelqu'un qui pense. Et il est loin d'être évident que j'ai pu le découvrir dans mon milieu familial, quel que soit l'enfant que je suis.
Et puis, découvrir que les autres sont une source, alors, on aura envie de dire d'enrichissement, mais avant, on pourrait dire les autres sont une source de problème, mais une source de problème qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'ils soulèvent des questions auxquelles je n'ai pas pensé tout seul, mais qui sont des questions qui s'adressent à moi finalement, et du coup qui vont enrichir ma réflexion et qui en font donc des gens intéressants. C'est parce que les autres sont différents qu'ils sont intéressants, parce qu'ils m'aident, ils enrichissent les échanges. Hein. Et ces échanges, ils peuvent se passer de façon pacifique, pour peu qu'on les régule, et ça on y reviendra peut-être, hein. Mais ils vont m'aider à accepter les différences ou à voir si toute différence est nécessairement acceptable. C'est aussi de réfléchir, est-ce qu'il y a des limites à l'acceptation? Faudrait-il des limites à l'acceptation? Et lesquelles? Hein, on pourrait y réfléchir à travers des exemples. Hein. Voilà. Et puis, bon, donc globalement, les études nous montrent qu'il y a une amélioration du bien-être individuel, une augmentation de la coopération, oui, parce que coopérer, c'est réfléchir ensemble, hein, de l'empathie, hein, puisque c'est aussi examiner les choses et essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Hein. Donc, l'acceptation des autres, des diminutions de conduite agressive, peut-être, parce que la conduite agressive, c'est peut-être parfois le signe qu'on n'a pas compris l'autre. Hein, et donc ça va s'inscrire dans des politiques aussi plus larges, hein, de réflexion sur qui peut être l'autre et comment je peux le comprendre. Hein. Et puis aussi apprendre à contrôler ses émotions, à les mettre à distance, à les examiner, et non pas à sombrer dans l'émotion. Hein. Et donc finalement, on peut le penser à une plus grande cohésion, mais pas une cohésion fondée sur l'identité de pensée, mais sur le fait qu'il est intéressant qu'on soit dans la diversité de pensée, ce qui est le fondement même de la République démocratique dans laquelle nous cherchons à vivre. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, Jean-Charles. Merci beaucoup. Et effectivement, on reviendra sur pas mal de points que tu viens d'aborder. On reviendra sur la mise à distance, la bonne mise à distance des émotions. On reviendra sur la gestion de situations délicates en collectif. Là, tu touches du doigt la notion d'empathie au cœur de l'installation d'un bon climat scolaire. C'est évidemment des sujets qui nous parlent aussi chez Lily. Hein. On est sur ces sujets de faire grandir la confiance en soi, la confiance à l'oral, la confiance avec les autres au service du vivre ensemble et de l'apprentissage de la citoyenneté. Donc, si on reste sur cette idée d'empathie que tu soulignais à l'instant, qu'est-ce que tu peux partager de manière plus approfondie justement sur les liens qu'on peut établir entre les pratiques philosophiques et le développement de compétences d'empathie chez les élèves qui la pratiquent? Bon, alors ce que j'apprécie dans ce que tu as dit, c'est que tu as parlé de lien, c'est-à-dire que le piège dans lequel on pouvait être enfermé tout à l'heure sur la question du climat scolaire, on comprend qu'il pourrait se passer la même chose pour l'empathie, c'est-à-dire qu'on va dire ah ben, j'ai envie qu'ils soient empathiques, donc je vais développer les activités à visée philo. Non, à nouveau, les activités à visée philo, on les vise pour elles-mêmes, on les cherche à les établir pour elles-mêmes, mais il se trouve que par certaines de leurs caractéristiques, de ce qu'on cherche à développer, elles font écho aux questions d'empathie. Alors l'empathie, c'est une compétence tout à fait essentielle hein, dans le monde de l'éducation d'ailleurs, puisque c'est l'attitude de pensée qui est la plus favorable aux apprentissages des élèves pour les enseignants. Ça, c'est sur les méta-analyses hein, des pédagogies qu'on se rend compte de ça. Hein, c'est absolument au fondement. Mais c'est aussi essentiel pour les élèves et pour derrière la démocratie. Hein. Alors, l'empathie, c'est la capacité de se situer du point de vue de l'autre, d'essayer de comprendre l'autre, hein, et du coup, ça va favoriser un climat scolaire serein. Bon, alors, la philosophie pour enfants, elle s'articule autour d'un certain nombre de processus de pensée, conceptualisés, argumentés, hein, problématisés. Mais il y en a aussi un quatrième qui a été mis en évidence un peu plus tard dans les questions de philo pour enfants, hein, c'est la capacité d'interpréter. Et là, quand on travaille ce processus de pensée qu'est l'interprétation, on va amener les élèves à exprimer des points de vue, à essayer d'identifier la source de ces points de vue, leur fondement, s'apercevoir que des lectures du monde
sont différentes et du coup leur apprendre aussi à prendre en compte dans un raisonnement la façon dont l'autre peut penser le problème auquel on est en train de réfléchir. Voilà. Ou bien la façon dont celui dont on parle, par exemple, quand on étudie la littérature pour enfants, par exemple, le héros ou tel personnage d'une histoire, peut comprendre une situation ou essayer de la penser. Et donc, du coup, cette espèce de déplacement va les habituer à développer cet aspect de l'empathie comme compréhension d'un point de vue, hein, sans nécessairement d'ailleurs dire acceptation au sens où on accepterait tout et n'importe quoi, hein, c'est pas la question, mais aussi comprendre le raisonnement de l'autre, comprendre sa façon de se situer. La philosophie en elle-même est une interrogation particulière sur le monde, mais à l'intérieur de cette interrogation, il y a des philosophies qui sont des lectures aussi différentes du monde, hein, des façons de le penser, qu'on trouverait aussi, par exemple, dans des religions, hein, voilà. Et l'idée qu'on a cette variété et qu'il est intéressant d'essayer de comprendre les autres points de vue pour discuter, voir en quoi ils m'enrichissent ou ils me conduisent à problématiser mes propres propos, là on est sur quelque chose qui me paraît assez fondamental. Est-ce que tu peux peut-être partager des exemples? Tu parlais des héros ou enfin bref, sur ces situations-là, est-ce que tu peux prendre un ou deux exemples, Jean-Charles, pour illustrer vraiment en quoi il y a ce décalage qui peut être fait et ce développement de la pensée empathique? Bon, alors je vais prendre un exemple en CE1, dans une classe d'un petit village dans l'Oise où j'intervenais il y a quelques années. Hein, et la maîtresse me demande de les faire réfléchir à la question « faut-il apprendre ?» Très intéressant à l'école comme question, surprenant, parce qu'on dit tiens, et en même temps très très intéressant, faut-il apprendre? Voilà. Et je me trouve avec un groupe d'enfants, donc, hein, et premier enfant qui parle, il dit oui, il faut apprendre pour faire plaisir à nos parents. Et puis un deuxième enfant dit il faut apprendre pour faire plaisir à la maîtresse. Et puis le troisième, il faut apprendre pour avoir des bonnes notes. Et puis le quatrième, il faut apprendre pour avoir un bon métier, voilà, bon, etc., etc. Et j'arrive à une petite fille qui était sur ma gauche, je la vois encore, maintenant c'est gravé dans ma tête. Hein. Et cette petite fille dit eh ben moi je sais pas. Je dis, ah, alors là, vous voyez, dans les activités à visée philo, c'est toujours intéressant l'enfant qui dit, ben moi, je sais pas, parce que souvent, va arriver derrière une pensée qui est en train de se complexifier. Bon, voilà. Et cette petite fille, elle dit la chose suivante. Elle dit, tout le monde dit qu'il faut apprendre, mais moi, je me demande s'il faut apprendre le mal. J'ai dit, mais pourquoi dis-tu ça? Quel est le problème que tu soulèves? Elle dit, ben parce que si on apprend le mal, on va faire le mal. Et moi, je pense qu'il ne faut pas faire le mal. Donc, je crois qu'il ne faut pas apprendre le mal. Donc, il ne faut pas tout apprendre. Bon, ok, très bien. Je lui dis, alors, est-ce que tu penses qu'il faudrait à ce moment-là que quelqu'un, avant de nous apprendre le reste, nous apprenne à distinguer le bien du mal? Elle me dit, oui, je crois qu'il faudrait faire ça. Je dis, très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui t'apprennent à distinguer le bien du mal? Elle me dit, oui, mes parents, la maîtresse. Bon, d'accord, très bien. Et comment ils font? Donc, bon, je vous passe les détails. D'accord, très bien. Bon. Et je reviens à mes loulous de départ et je leur dis, bah voilà, votre camarade a dit ça maintenant. Est-ce que ça change quelque chose à votre façon de raisonner? Et le premier dit, ah oui, je n'avais pas pensé à ça, donc vous voyez, hein, il commence, il a écouté, qu'est-ce qu'elle a dit, comment elle a vu les choses, comment elle se positionne dans la question du bien et du mal. Bon. Il dit, bah du coup, moi je pense qu'il ne faut pas apprendre le mal. Et puis le deuxième me dit, je pense qu'il ne faut pas apprendre le mal, donc on repart. Et puis j'arrive à un loulou, qui était celui-là en face de moi, et qui dit, ben moi, ce qu'elle dit, ça ne change pas ma façon de voir. Je pense qu'il faut apprendre. Je dis, mais tu penses qu'il faut apprendre le mal? Il me dit, oui, je pense qu'il faut apprendre le mal. Parce que lorsque j'aurai appris ce qu'est le bien, les choses bien et le mal, c'est moi qui pourrai choisir de faire le bien. Tandis que sinon, je ne choisirai pas. Et vous voyez, là, on est dans les grandes questions de réflexion sur la morale qu'il y avait dès l'introduction de la morale
dans l'école de Jules Ferry, hein, quand on voit les ouvrages qui existaient de commentaires sur l'enseignement de la morale, eh bien, on disait, il ne s'agit pas de faire, contrairement à ce qu'on pense, dans la reconstitution historique, on se dit, on leur faisait des cours, on leur disait, il faut absolument penser ça. Non, non, pas du tout. Les théoriciens disaient, non, ça serait absurde. On doit apprendre la liberté, donc le bien, ça doit être le résultat d'un choix, pas d'un conditionnement. Voilà, bon, je le dis avec mes termes, mais c'était en gros la réflexion. Ben, vous voyez, ces enfants, comment ils sont amenés à envisager le point de vue d'autres, à essayer de le comprendre, à le réinterroger et à évoluer ou pas. Hein. J'ai été très vite dans ma description, même si j'ai été un peu long en même temps. Voilà. Limpide et très, très pertinent, évidemment. Alors, quand on parle d'empathie, quand on parle de se positionner, de se rapprocher, de se situer du point de vue de l'autre, en fait, on rentre dans le sujet de l'émotion aussi, comment, sur le point de la gestion des émotions dans ces débats, qu'est-ce qu'il faut faire de l'émotionnel? Comment faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine distance affective dans les échanges entre les élèves? Bon, alors d'abord, d'un point de vue théorique, on va dire, on a longtemps, à la suite de Descartes d'ailleurs, dans la conception de l'école, on séparait clairement la raison des émotions, voire même l'école, c'était plutôt le lieu de la transmission d'éléments de raison, même s'il y avait la place à l'émotion par le biais de l'éducation musicale ou ce type de choses-là. Voilà. Maintenant, les travaux de recherche, du type des travaux d'Antonio Damasio, ont pu montrer qu'en fait, émotion et raison sont imbriqués, en fait. C'est-à-dire que Damasio, alors je ne vais pas repartir dans tous les ouvrages de Damasio, il a pu montrer que finalement, l'émotion dans nos raisonnements du quotidien, on va dire dans nos choix du quotidien, a sans doute permis le développement de la raison en fournissant des marqueurs affectifs à certaines situations et qui, du coup, nous permettent d'aller très vite dans un certain type de raisonnement. Donc, on va dire, bon, alors, allons-y, plongeons dans l'émotion. Non, Damasio ne dit pas ça non plus, parce que le problème de l'émotion, c'est que ça peut aussi nous enfermer dans nos affects. Ça peut avoir des emprises sur nous, voire nous fournir, nous donner des biais de raisonnement. Donc, à la fois, c'est quelque chose d'intéressant dans la vie courante, et en même temps, il y a à développer une mise à distance, ne serait-ce que pour d'identifier en quoi la raison, l'émotion peut nous amener à être manipulés, par exemple. Hein, les gouvernements totalitaires jouent beaucoup sur l'émotion, hein, pour derrière finalement conditionner, enfermer le peuple. Alors, d'autre part, les émotions qui surgiraient dans ce type d'atelier, si on enfermait l'enfant dans sa subjectivité et dans ce rapport à son émotion immédiate, on va l'empêcher de réfléchir. Donc, quelque part, il va falloir trouver et on aurait le risque aussi, nous, de partir dans ce qu'on appelle la psychologie de groupe. Alors, une psychologie de groupe désastreuse, parce que comme on n'y connaît rien en psychologie de toute façon et au maniement de ça, eh bien, finalement, on jouerait à n'importe quoi, en fait, en gros. Voilà. Donc moi, je ne suis absolument pas psychologue, même si je respecte profondément les psychologues, je n'ai pas de problème là-dessus, mais justement, je les respecte. Donc je ne vais pas faire leur boulot ou faire croire que je sais faire ça. Voilà. Bon. Alors maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est le dégager. Alors comment? Le problème, c'est que ça peut surgir. Hein. Ça peut surgir même à des moments où on n'a pas nécessairement attendu les choses. Bon voilà, moi une fois je discutais avec des enfants, on parlait du bonheur, donc je me disais ça va être peinard, quoi. En gros ça va être peinard, on va parler d'une chose heureuse, tranquille, bon voilà, tout va bien, bon voilà. Et puis il y a un enfant qui me dit mais tu sais le bonheur il y a son contraire aussi, et c'est le malheur. Et le malheur c'est par exemple quand ton papy meurt, et cet enfant se met à pleurer. Et là voilà, c'était complètement inattendu, moi je suis bon voilà.
qu'est-ce que je fais? Bon, voilà. Alors, dans ce type d'éléments-là, j'essaie d'élargir, c'est-à-dire je vais dire aux autres, pour que lui-même puisse aussi se ressaisir, bon, ben voilà, votre camarade, il pleure, il est triste. Bon. Est-ce que la mort, c'est quelque chose qui nous rend toujours tristes? Est-ce que quand quelqu'un meurt, quand un animal meurt, forcément, on est triste. Et on va essayer de ressaisir. Et vous avez remarqué ce que j'ai dit, est-ce que quand quelqu'un meurt, on est triste? Alors voilà, le « on », ça va être aussi une des clés pour, à chaque fois qu'on sollicite des exemples, des choses qui sont dans leur quotidien, et plus ils sont petits, plus ils ont besoin de ce soutien-là, parce qu'ils sont dans leur expérience proche aussi. Hein. Eh bien, on va le faire sous la forme du « on », de façon à essayer de le poser comme quelque chose qui est non pas simplement l'expérience personnelle d'un enfant, mais ce que pourrait être l'expérience de l'enfant en tant que tel. Voilà. Donc ça, c'est une des façons d'essayer de mettre les choses à distance. Une autre façon, c'est de s'appuyer sur la littérature. Alors là, c'est pas mes travaux, hein, je ne vais pas usurper le travail d'Edwige Chirouter là-dessus, hein, qui montre comment, finalement, en utilisant de la littérature de grande qualité, il y en a pour tous les âges, de la littérature de grande qualité, eh bien, on peut du coup permettre qu'à travers les situations qui sont exposées, les personnages, etc., avoir des éléments de réflexion et qu'on va justement situer dans l'interprétation, c'est-à-dire du point de vue de tel ou tel personnage dans l'histoire. Et donc, du coup, on ne parle plus de soi avec ses émotions, mais de l'émotion en tant qu'elle est vécue par le personnage. Et donc, ça va nous permettre à la fois d'évoquer la question de l'émotion tout en la mettant à distance parce qu'on ne parle pas de la sienne propre qui pourrait être enfermante. Voilà. Passer du tu au on. Alors, il y a un autre sujet sur ces pratiques philosophiques et le lien qu'on peut faire autour du climat scolaire. J'allais dire, il y a un peu la contraposée, c'est comment éviter que dans ce genre de débat, dans ce genre de discussion, il y ait des postures ou des discours discriminants. Et qu'est-ce qu'on peut en faire en tant qu'animateur de ce débat? Comment est-ce qu'on peut, dans un monde où la parole est censée être examinable de manière plus ouverte que d'un point de vue purement académique, comment est-ce qu'on peut réagir à des propos qui seraient tenus par certains élèves qui pourraient eux-mêmes dégrader justement ce climat scolaire? Alors là, on est devant un vrai problème. On est devant un vrai problème. Pourquoi? Parce que la philosophie, les philosophes, ne sont pas nécessairement des gens qui ont considéré l'humanité comme universellement intéressante, comme il y a des philosophes qui ont pu être racistes. Il y a un philosophe très célèbre qui était nazi. Hein. Bon, je ne pense pas que ce soit les plus grands humanistes du monde que les nazis. Hein. Bon. La philosophie ne dit pas il faut respecter les droits de l'homme, il faut respecter les droits de l'enfant, etc. Non, ça, ce sont des positionnements sociaux. Et bon, on va dire, oui, bah alors à ce moment-là, on s'en fiche qu'il y ait des propos discriminants, puisque c'est qu'un point de vue philosophique. Oui, bien sûr, mais en même temps, on est un adulte dans une classe ou dans un groupe, et à qui on a confié des enfants, à qui une institution a confié des enfants, mais cette institution elle-même, des parents lui ont confié ses enfants, et la base du contrat, c'est que c'est pas ça qui se passe à l'école, en principe. On n'est pas là pour ça. Donc, on se trouve confronté à un vrai problème, c'est-à-dire qu'on prétend faire une activité qui est de la philosophie, mais en même temps, on prétend faire respecter un certain nombre de valeurs qui sont en elles-mêmes discutées par la philosophie. Donc, problème de fond. Alors, première chose, d'abord, ces propos donc peuvent arriver. Oui, effectivement, ils peuvent arriver. Ils peuvent arriver. Et du coup, alors comment ça se fait qu'ils arrivent, ces propos? On va dire parce que certains enfants pensent ça. On va dire certains enfants pensent ça. Certains enfants sont aussi dans des milieux où on pense ça. Bon, voilà, on a
tel rapport aux autres, à telle couleur de peau, à telle, voilà, aux femmes, aux hommes, bon, voilà, hein, on a des familles qui sont pas toutes nécessairement de profonds humanistes non plus, hein, voilà. Donc, ces propos peuvent surgir, on est en philosophie, on pourrait se dire, tiens, c'est peut-être intéressant d'essayer d'examiner ces propos de la même façon qu'on examine les autres. Bon, voilà. De les examiner pour, par exemple, en faire identifier les sources. Tiens, tu dis ça, mais d'où ça vient? D'où sais-tu ça, hein? Ah, voilà, c'est mon papa qui me l'a dit. Bon, d'accord. Et examiner la pertinence des sources. Hein, je l'ai vu à la télé, bah, est-ce que ce que dit la télé est forcément vrai? Bon, voilà. Hein. De la même façon qu'on l'examinerait pour n'importe quel propos. On examine des sources, on examine. Bon, voilà. Alors on va dire, oui, mais alors attention, parce que là, du coup, le propos arrive et puis il est examiné comme s'il était anodin. Alors je ne dis pas ça non plus. Une des façons de faire, ça serait de dire, bon, on va discuter et réfléchir hein, à ces sources, à ces éléments-là, et puis arriver à la fin de l'échange philo, comme on n'est plus en philo, ben on va peut-être faire un rappel à la loi, tout simplement. Et là, le rappel à la loi, il est absolument nécessaire. Hein, ce type de propos est un propos raciste. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on encourt quand on a ce type de propos, etc. Voilà. Bon, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout de faire ce que je suis en train de décrire, qui disent ouh là 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 là, non là je ne le sens pas, je vais décaler à la fin, mais oh là là, et puis si j'oublie, et puis oh là 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 là, donc ils disent non, moi je pense que sans dire la position, il y a une position universelle en philosophie, c'est le rejet des discriminations, ce type de choses, mais de faire le rappel à la loi au moment où arrive ce type de choses en disant voilà ce que dit la loi, donc ce type de propos, moi je ne l'accepterai pas dans une classe parce que c'est un propos raciste, c'est un rejet, bon voilà, etc. Alors il y a des gens qui vont faire ça. Alors donc il y a un débat entre nous, hein, les praticiens de la philo pour enfants, on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire. Par contre, on est tous d'accord pour dire il faut un rappel à la loi, hein. Attention. Hein. Bon voilà. Le tout étant de se dire est-ce qu'il vaut mieux après ou sur le moment. Et là, je ne vais pas vous dire ce qui vaut mieux. Moi, j'ai ma propre position là-dessus. Bon voilà. Mais bon, hein, il y aurait Edwige aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas exactement la même et on pourrait en discuter. Bon, voilà, hein, très, très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Bah, Jean-Charles, je te coupe, mais quel que soit le moment choisi pour faire ce rappel, est-ce que tu peux partager un exemple concret de comment toi, tu peux faire ce fameux rappel à la loi? Est-ce que tu peux prendre une illustration de situation de classe? Oui, alors, je voulais quand même signaler une chose. Ah oui, je voulais avant signaler que si on est pour une position interventionniste, c'est-à-dire faire les rappels à la loi en cours d'échange, peut-être qu'il faudra le préciser dès le début de l'échange, c'est-à-dire de dire, il ne faut pas laisser croire à des enfants qu'on peut faire un truc si on ne peut pas le faire. Voilà, ça c'est mon option personnelle. Donc si à l'école, il n'est pas possible de discuter d'un type de sujet ou d'avoir un type de position parce qu'on est à l'école et qu'on est dans une école républicaine avec des valeurs, etc. Ben, il faut le dire aux enfants. Voilà. Il faut dire, s'il y a ce type de propos, j'interviendrai parce que, voilà, on est dans une école et que mon rôle est de. Bon, voilà. Alors maintenant, au concret, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple simple. J'étais dans une 6e, toujours dans l'Oise, hein, j'ai pas mal d'exemples dans l'Oise, j'y ai pas mal travaillé. Bon. Et un enfant, je ne sais plus à propos de quel sujet, me dit, de toute façon, les Arabes, il faut tous les mettre à la mer. Bon, alors ça me tombe dessus. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève, je le frappe, je l'insulte. Là, je plaisante, hein, bien sûr, hein, mais pour dire, voilà, c'est une réaction épidermique. C'est qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Alors d'abord, je fais l'andouille. Dans ce cas-là, je fais l'andouille. C'est-à-dire, je lui dis, ah bon? Mais dis donc, c'est une idée intéressante. Écoute, j'y avais pas pensé, parce que c'est vrai que ça doit être chouette d'aller avec tous les Arabes se baigner au bord de la mer. Voilà une idée qui est super. Il dit, c'est pas ça que je voulais dire. Je dis, ah bon? Ben, que voulais-tu dire alors? Il dit, ben, je pense qu'il faut voilà, les mettre dans des bateaux, dans les avions et les jeter à la mer. Bon. Ah, c'est extrêmement violent. Hein. Bon, d'ailleurs, dans ce cas-là, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que par rapport à ça, les autres ne réagissent pas. Hein. Les autres ne réagissent pas dans cette classe. Bon.
toujours est-il que je lui dis, donc moi je choisis de décaler à la fin de l'échange. Et je lui dis, bon, tu dis ça, mais d'où te vient cette idée? Comment sais-tu qu'il faut faire ça? C'est mon papa qui me l'a dit. Je dis, ah bon? Intérieurement, je boue, hein, mais toujours est-il que je dis, bien, alors, ton papa, donc vous voyez, là j'ai fait l'identification des sources. D'où ça vient, ce que tu sais? Bon, après examen des sources, je lui dis, bon, alors ton papa, est-ce qu'il peut arriver que ton papa dise une chose qui n'est pas vraie parce qu'il s'est trompé, par exemple, ou parce qu'il mentirait, mais bon, plutôt parce qu'il s'est trompé. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut lui arriver? Bon, cet enfant était en 6e, donc il sait parfaitement que ses parents ne disent pas toujours tout. Hein. Les enfants savent ça depuis qu'ils ont 3-4 ans, et que leurs parents, des fois, leur mentent, que des fois... Voilà, donc c'est assez clair pour eux. Donc il me dit, bah non, il peut arriver qu'il se trompe, il peut arriver. Je dis, alors tu vois, ça vaudrait le coup d'y réfléchir, peut-être par toi-même. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est peut-être me répéter ce qu'a dit ton papa, donc tu n'es pas sûr que c'est vrai. Mais ton papa, il le sait comment, ça, lui-même? L'enfant me dit, donc identification des sources. Il dit, bah, je ne sais pas. Je dis, bah, tu vois, ça vaudrait le coup de s'y intéresser, d'essayer de comprendre, parce que si ça se trouve, ton papa, il a fait un peu comme toi. Il y a quelqu'un qui lui a dit, les Arabes, faut les mettre à la mer, et puis il répète, les Arabes, faut les mettre à la mer. Hein, bon. Et puis, cette personne elle-même, peut-être que quelqu'un lui avait dit, je lui dis, tu vois, peut-être que depuis Néandertal, il y a des gens qui disent, les Arabes, faut les mettre à la mer. Et puis, il y a personne qui se demande pourquoi on dit ça. Et ce que ça veut dire, et si c'est vrai, et s'il faut faire ce genre de choses. Bon, voilà. Voilà. Et puis, les échanges ont repris, par ailleurs. Et évidemment, arrivé à la fin de la séance de philosophie, j'ai dit, bon, alors maintenant qu'on a fini de discuter, tout à l'heure, j'ai laissé dire un certain nombre de propos parce qu'on était en train de les examiner, mais maintenant, et qu'on était en philosophie, maintenant, je voudrais faire un point, et puis j'ai fait un rappel à la loi sur la nature des propos, etc., et ce qu'ils impliquaient en termes de délit, et de... Voilà. Voilà, donc bah, j'espère que je n'ai pas affolé tout le monde avec cet exemple, hein, mais... C'est sûr que ça bouscule. C'est sûr que ça bouscule. Mais donc, je peux en prendre un autre aussi. Si tu veux que j'en donne un autre ou c'est bon? Bah, peut-être un plus moins aversif parce que là c'est quand même une violence. Ouais, vas-y Jean-Charles. Oui, non, l'autre est moins. Bon, enfin moins, je ne sais pas, mais j'étais dans une classe avec des petites filles, tiens, toujours dans l'Ouest d'ailleurs, enfin des petites filles, elles étaient en 5e ou en 4e, bon, non, pas que une classe mixte, hein, mais parmi lesquelles il y avait des jeunes filles, quoi, voilà. Et je ne sais plus de quoi on parlait, quel était le sujet exactement, et il y en a une qui me dit, tu sais, le soir, c'est normal que les hommes, ils se reposent et qu'ils boivent de la bière en regardant les matchs de foot parce qu'ils sont fatigués par le travail. Bon, et je demande aux autres alors, est-ce que tout le monde serait d'accord avec ça ou est-ce qu'il y en a qui pensent que... Bon, et les filles en particulier étaient toutes d'accord avec cette idée-là. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je choisis une autre stratégie qui est le contre-exemple. Et il se trouve que l'enseignant était une enseignante. Je lui dis, excusez-moi, mais vous êtes qui, vous? Elle me dit, ben, je suis leur enseignante. Je dis, ah bon? Et qu'est-ce que vous faites là? Elle me dit, ben, je travaille. Je dis, non, vous ne travaillez pas. C'est les hommes qui travaillent. Les femmes, ça ne travaille pas. Hein, d'après ce que disent vos élèves, ça ne travaille pas. Elle me dit, ah ben si, c'est un travail. Je dis, vous êtes sûr? Je dis, ah oui, je suis sûr. Ah, d'accord, c'est un travail. Bien. Ah, ça y est, j'ai compris, excusez-moi, vous n'êtes pas une femme. Elle me dit, ah si. Je dis, vous êtes sûr? Elle me dit, bah oui. Je dis, excusez-moi, parce que j'ai cru comprendre que les femmes ne travaillaient pas. Donc, il est possible d'être une femme et de travailler. Ça, c'est possible. D'accord. Alors, je me redresse aux jeunes filles, je leur dis, alors, est-ce que cet exemple-là, ça change quelque chose à ce que vous dites ou pas? Et on est parti dans un raisonnement, voilà, bon, réflexion là-dessus. Hein. Et puis après, le rappel, c'est le rappel des grands principes, hein, c'est-à-dire que notre société considère les hommes et les femmes à égalité dans le droit, etc. Voilà. Mais vous voyez, je pense
pas que ça soit toujours leur rendre service que de ne pas écouter le propos, même s'il nous heurte, parce que le propos, il correspond à une réflexion, et cette réflexion, elle est, enfin une réflexion, je veux dire, à une pensée au sens de quelque chose qu'ils ont en tête. Hein. Et que ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de leur donner des clés pour réexaminer ce qu'ils peuvent dire, comme pour les autres propos d'ailleurs, de façon à leur permettre d'aller plus loin aussi et du coup de mieux comprendre ces positions qui sont des positions sociales aussi en même temps, hein, et d'où elles viennent et peut-être comment elles sont argumentées aussi. Voilà. Et ok, comment tu fais le lien du coup, Jean-Charles, entre ces exemples-là et le fait que en examinant ces arguments qui effectivement sont très heurtants, on va servir finalement une amélioration du climat scolaire. Alors pourquoi? Parce qu'à travers tous ces exemples, on est en train de voir que le monde dans lequel ils vivent, et le monde dans lequel ils vivent, il y a l'école, leur fournit un certain nombre de réponses. Mais que ces réponses sont à l'origine des questions. Nous, on est en train de raviver les questions. Vous voyez, la revue qui s'appelle Phileas Autobule, son slogan, c'est « J'ai des questions à vos réponses ». Je trouve que c'est un merveilleux slogan qui dit bien ce qu'on est en train de chercher à faire. J'ai des questions à vos réponses. Donc, grâce à ça, ils comprennent que c'est ce monde dans lequel ils vivent leur fournit un certain nombre de réponses. Et que ces réponses, elles ont été élaborées par des hommes, par des humains, des humains. Hein, bon, voilà. Et donc, du coup, il s'agit d'essayer de voir, de comprendre qu'est-ce qui fait que ces réponses ont été élaborées, qu'est-ce qui soutient ces réponses-là, quel est le raisonnement ou le positionnement qu'il y a derrière ces réponses-là. Or, tout à l'heure, quand on parlait du climat scolaire, on a vu qu'un des fondements d'un bon climat scolaire, c'est que les élèves se situent dans un monde de règles qui sont explicites, explicitées, comprises. Et pour être comprises, elles ont besoin d'être interrogées. Donc, on va dire dans le quotidien de ces élèves, ça sera intéressant qu'ils puissent les examiner, non pas pour dire elles sont nulles ces règles. C'est peut-être ce qu'ils diraient s'ils ne les ont pas examinées, ces règles. Mais comment on peut les comprendre, ces règles? Pourquoi il y a cette règle-là? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et je pense qu'ils en ont besoin. Hein, ils en ont besoin, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, et peut-être encore plus au collège, hein, mais on en a besoin à tout âge. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est là où on va voir un autre aspect du climat scolaire aussi, c'est justement la cohésion des équipes et tout. Est-ce qu'on est d'accord sur les règles? Est-ce qu'on comprend pourquoi on a mis en place ces règles? Est-ce qu'on peut en discuter avec des enfants? Est-ce qu'on peut leur donner à identifier? Et là, on ne sera plus nécessairement dans la philosophie, mais dans l'attitude de pensée qui découle de la philosophie, qui est je cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et il ne faut pas croire que les enfants, y compris les adolescents, en profiteraient pour nécessairement contester et tout remettre en cause, je veux dire, sans fondement, etc. Non, absolument pas. D'abord, les adolescents ont aussi des capacités de raisonner qui se sont développées, évidemment, en grandissant. Et puis par ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, moi qui discute très souvent, très souvent, avec des enfants petits et adolescents, etc., c'est que eux-mêmes se situent dans une humanité qui va devoir éduquer ses propres enfants. On ne s'en rend pas compte, mais des enfants très petits ont déjà une conception de la façon dont eux-mêmes éduqueront leurs enfants, l'importance de donner des règles, de donner des... Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'en discute jamais avec eux, ou bien quand on en discute, c'est en tant que parent. Alors évidemment, en tant que parent, moi aussi, j'ai eu des enfants qui n'étaient pas toujours en accord avec les règles que je fixais, mais ceci dit, quand je discute avec les enfants des autres, on va dire, et quand il n'y a pas nécessairement les parents, les enfants sont extrêmement intéressés, extrêmement reconnaissants qu'on leur fixe des règles, qu'on leur fixe des limites, qu'on ne les laisse pas faire n'importe quoi. Parce que ça veut dire qu'ils ont de l'importance. Et pour eux, c'est extrêmement
important de se rendre compte qu'on est important. Voilà. Donc, ça va être par le biais de ce type de... Évidemment, ce que je suis en train de dire, c'est que l'atelier philo ne se limite pas à lui-même. Il a des incidences sur les pratiques d'école et les pratiques de collège, etc. Mais je pense que ce sont des incidences qui sont très intéressantes en termes de climat scolaire. Alors, il y a une question pour toi qui vient d'arriver. Donc, je vais te la partager juste après, Jean-Charles. Mais d'abord, je voulais citer Zazamina qui a été largement plussoyée pour dire qu'effectivement, même si les exemples heurtent ou ne heurtent pas, ils sont réalistes et donc autant s'y préparer. Merci Jean-Charles pour ce partage. Je pense qu'effectivement, c'est éloquent de réalisme. Vas-y. Des exemples, ça, j'en ai quelques-uns. Sur 20 ans où j'ai animé, c'est-à-dire on n'est pas sans arrêt dans les propos qui nous mettent par terre. Hein. Attention hein, quand même, hein, faut pas. Non, ça peut arriver, bien sûr ça peut arriver, mais c'est pas non plus le quotidien à chaque minute. Hein. Faut quand même pas exagérer non plus. Bon. Non, c'est sûr. Alors il y a une question de comment est-ce qu'il faut privilégier des discussions en petits groupes ou en groupe classe. Est-ce que tu peux peut-être prendre cette question? Alors, je ne sais pas. Ça dépend ce qu'on cherche à faire. Ça dépend quels élèves on a. Hein. Par exemple, il peut être intéressant d'avoir des petits groupes, par exemple, parce que je peux avoir des classes où il y a des enfants qui seraient des plus petits parleurs, des timides, voilà, qui pour une raison ou pour une autre sont un peu impressionnés par le groupe classe, et du coup, il peut être parfois intéressant, sur certains sujets peut-être, d'avoir déjà discuté avec ce petit groupe qui du coup a pu se préparer à l'échange, ou voire même qu'on prenne des éléments de cet échange pour après le soumettre aux autres, un peu comme si on avait une réflexion décalée, hein, donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, ça peut aussi être intéressant de constituer des groupes, parce que quand on constitue des groupes, par exemple, si on a 5 groupes, ça veut dire qu'en parallèle, dans chacun des groupes, ça discute, et donc en parallèle, il y a donc 5 enfants qui sont en train de discuter, de parler, puisqu'il y a 5 groupes. Hein, donc 5 enfants donc on multiplie le temps de parole. Donc c'est intéressant si on cherche à utiliser du temps de parole. Par contre, là où c'est plus problématique, c'est comme on est dans un travail de groupe, moi je suis dans un groupe et je ne vois pas ce qui se passe dans les autres. Donc si on veut privilégier un aspect plus conceptuel, on va dire, c'est beaucoup plus difficile de contrôler ce qui se passe dans les différents groupes, puisque je suis que dans un seul à la fois, forcément. Voilà. Bon. Mais je peux aussi choisir donc d'être dans un groupe classe, donc avec tous les élèves, comme ils sont, mettons, 25. Du coup, forcément, si je fais une division, le temps qu'on a pour faire l'échange divisé par le nombre d'élèves, ça veut dire que c'est un temps en moyenne réduit par élève. Par contre, ça me permet aussi de mieux contrôler, pas au sens de contrôler la parole, leur dire ce qu'il faut penser, mais mieux être sur des perspectives plus conceptuelles, parce qu'on va pouvoir opérer des distinctions, etc., en s'appuyant sur un groupe plus nombreux. Bon, voilà. Donc, on ne fait pas la même chose. Et puis, on peut aussi choisir, j'en profite pour introduire une modalité qui existe, mon grand ami Michel Tozzi a développé et encouragé, etc. C'est tout ce qu'on appelle les discussions à visée démocratique et philosophique, dans lesquelles un certain nombre d'enfants sont en train de discuter, pendant que d'autres sont dans des charges d'animation, par exemple celui qui est le président, des secrétaires, des observateurs, des synthétiseurs, et du coup, tous les enfants sont dans la même action, sauf qu'ils ne font pas tous la même chose, et que le groupe des discutants, on va dire, est réduit, ce qui me permet d'avoir une perspective aussi, de ne pas en avoir 25 à essayer de gérer en même temps. Voilà, donc tout dépend des situations. Voilà. Merci. Je rebondis sur ce qu'on disait il y a quelques instants sur le besoin des règles, les attentes exprimées ou non hein, par les enfants d'avoir ce cadre et ce cadre qui est permis par les débats à visée philosophique. Quand on voyait tes exemples, on voit aussi à quel point finalement il est encore plus critique de pouvoir permettre cette examination
cet examen, pardon, cet examen de pensée, j'allais dire, voilà, discutable ou délicate, notamment pour des enfants qui n'ont pas la chance chez eux ou autour d'eux, dans leur environnement, d'avoir cette prise de recul sur ces réflexions-là. Donc, est-ce que voilà, est-ce que finalement c'est pas encore plus un moyen, les ateliers philo, de servir l'égalité des chances? Est-ce que tu peux justement nous parler peut-être des publics plus fragiles et en quoi ces pratiques peuvent d'autant plus être utiles? Bon, alors, une difficulté des enfants les plus en difficulté à l'école, hein, c'est que l'école a un mode de fonctionnement qui est assez particulier. C'est quand on pose une question à l'école, c'est qu'on a la réponse. C'est le principe. C'est-à-dire que moi, je suis formateur d'enseignants, je vais aller voir que mes jeunes étudiants, quand ils posent des questions parce qu'il y a des apprentissages à faire, s'ils demandent combien font 2 fois 3, qu'eux-mêmes savent que ça fait 6. Je simplifie évidemment, mais pour dire, ils sont en charge de la transmission des connaissances. Autrement dit, les questions examinées à l'école sont de fausses questions, dont le but n'est pas d'amener à l'enseignant la réponse à une question, une réponse qu'il n'avait pas, mais de lui permettre de vérifier que les élèves eux-mêmes ont la réponse. Et ça, pour un élément de difficulté, c'est un sacré problème parce que du coup, sur un certain nombre de questions, il peut ne pas avoir la réponse. Ça peut être une de ces difficultés dans les apprentissages. Dans les questions philo, on est sur autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans une question qui s'oppose à lui, mais à tout membre de l'humanité et à tout élève de la même façon. Elle concerne l'humanité et la réponse, elle n'est pas préétablie. L'enseignant, il a peut-être son idée sur ce qu'il pense de telle et telle question, mais en même temps, il sait qu'il n'a pas la solution définitive. Ça peut être la solution sociale, politique qui a été choisie, mais on sait tous que d'autres sociétés ont pu faire d'autres choix. Bon, voilà. Donc, du coup, le propos, les élèves vont le percevoir comme le fait qu'on parle pour de vrai. Et c'est ce qu'ils disent. Ah ben là, on parle, pour une fois, on parle pour de vrai, me disaient les élèves de SECPA. Hein, moi, j'étais enseignant en SECPA avant d'être prof de philo. Bon. On parle pour de vrai. C'est-à-dire que ce qu'on dit, on y fait attention parce que on est en train vraiment de chercher une réponse ou oui, comment on peut penser un problème. Voilà. Hein. Bon. Autre point important pour ce type d'élèves, c'est que du coup, dans ce type de pratique, on développe ce qu'on appelle la position d'un interlocuteur valable, c'est-à-dire qu'un interlocuteur dont on considère que ce qu'il dit est pris comme valable. Et le signe de cela, c'est que ça va être examiné, qu'on va demander d'expliquer, de comprendre ce que veut dire l'élève. Et ça, c'est un effet qui est extrêmement intéressant, c'est que moi, je suis un défenseur des pédagogies de la médiation, de la relation entre les individus. Hein. Et pour moi, c'est le fait qu'on place l'élève comme un interlocuteur valable qui va faire qu'il devient un interlocuteur valable. Hein, c'est parce que je suis placé comme quelqu'un d'intelligent que du coup, je peux développer mon intelligence. C'est au moins mon postulat, on va dire. Bon, voilà, on pourra en discuter, mais c'est mon postulat. Et donc là, ils ont cette revalorisation de leur image, voire même, j'ai vu des enfants changer complètement, y compris après dans leur présence en classe aussi, parce que là, du coup, ce qu'ils disaient pouvait être considéré à égalité avec ce que disaient d'autres, et du coup, les autres examinaient aussi leurs propos et pouvaient, par exemple, se rendre compte qu'en fait, quand ils disaient quelque chose, ça méritait d'être écouté parce que c'était pas forcément bête. Alors que dans d'autres choses, vous savez, il y a des enfants qui sont disqualifiés d'emblée à l'école. Hein. Il y a un film très célèbre dans une émission qui s'appelait Bim Bam Boum, qui était en Belgique, où on voit un enfant qui explique comment il faut à l'école montrer qu'on est intelligent. Comme ça, après, on est peinard. Quand on dit une bêtise, tout le monde croit que c'est intelligent. Et donc, c'est examiné comme quelque chose d'intelligent. Eh bien, c'est ce genre de choses que j'ai vu arriver chez des élèves et que signalent beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire qu'ils disent l'impact pour ce type d'élève
est vraiment remarquable, remarquable au sens de c'est quelque chose qu'on voit, c'est-à-dire qu'on perçoit comme ils sont, ça les concerne, comme ça les intéresse, comme ils s'impliquent dans l'échange, etc. Alors ça, je l'ai vu aussi à titre personnel aussi souvent. Donc là, je crois que vraiment dans la question de l'égalité des chances. Alors pourquoi? Parce que pour être à égalité des chances, il faudrait déjà être à égalité de confiance en soi. Et il y a beaucoup d'enfants qui manquent de confiance en eux-mêmes, hein, et qui, là, vont regagner aussi de ça, de la confiance dans ce que je dis. Hein, et du coup, sans la confiance, on rate l'école. Hein, l'école, c'est un lieu où si on n'a pas confiance, on s'effondre, hein, tout simplement, parce que l'école, c'est un lieu où on me pose des problèmes à longueur de journée pendant 15 ans de suite. C'est ça, l'école, c'est une suite de problèmes qui m'est soumis. À chaque fois que je maîtrise un problème, on me soumet le suivant. Donc, c'est usant du point de vue. Il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour progressivement et chaque jour remettre en question. Et il y a un livre célèbre de Serge Boimard qui s'appelle L'enfant et la peur d'apprendre. Il y a des enfants qui ont peur d'apprendre parce qu'ils manquent de confiance. Ils ont peur d'essayer de rater. Eh bien, là, on peut essayer, et on est sur des perspectives où, oui, on peut rater au sens où c'est difficile, mais c'est difficile pour moi, mais c'est difficile pour les autres et pour l'enseignant aussi. Et quelque part, le fait que ça soit difficile pour tout le monde, ça a un côté rassurant. C'est le paradoxe des choses, mais je pense que ça a un côté rassurant. C'est notre statut d'être humain que d'être confronté à des questions qui sont difficiles. Mais c'est ce qui fait aussi notre grandeur et l'intérêt de cette réflexion. Voilà. Alors, du coup, Arnaud, sur la question de l'égalité des chances, tu peux peut-être aussi amener quelques éléments qui seraient plus larges que ma réponse qui est centrée sur l'activité à visée philo en elle-même, quoi, on va dire. Bah oui, avec plaisir. Surtout quand je t'entends parler, Jean-Charles, de confiance en soi. Je vais te parler quelques instants de Lily et en présentant pour toute l'audience ce que toi et Edwige vous avez produit, mis à disposition pour tous les éducateurs au sens large qui veulent s'emparer de Lily pour travailler la philo pour enfants et de manière plus large, effectivement, faire grandir la confiance en soi et le vivre ensemble des enfants. Donc, tout à l'heure, en début d'échange, tu parlais des 11-12% d'enfants qui subissent du harcèlement en classe, voire 14 pour le harcèlement moral. Donc, ce chiffre de 1 sur 8, c'est un peu la genèse de Lily, où on va dire une des grandes raisons qui nous pousse avec toute l'équipe et avec toi, Jean-Charles et Edwige, à faire grandir Lily. 1 sur 8, c'est aussi un autre chiffre dur, c'est une autre réalité, c'est les troubles d'apprentissage, troubles de l'attention, troubles du comportement, anxiété. Il y a également un enfant ou un élève sur 8 qui souffre de ces troubles d'apprentissage ou de ces troubles du comportement en France à l'école. Et donc, la réponse à ces chiffres passe notamment par le développement des compétences psychosociales, donc l'esprit critique en tête, mais de manière plus générale, la capacité d'adaptation, tu parlais de l'acceptation de l'erreur à l'instant, la capacité à s'affirmer, à trouver sa place dans le groupe, notre plaisance à l'oral, tu parlais tout à l'heure de créativité et finalement d'estime de soi et de vivre ensemble. Donc Lily, on est dans cette réponse-là au fait qu'il y a 90% des enseignants, d'après la dernière étude de l'école UMA, qui malheureusement sont convaincus de cette priorité des compétences psychosociales, mais se sentent démunis pour mettre en place des activités de manière structurée autour de ces compétences. Et donc, on arrive avec un assistant pédagogique audio. Je vais peut-être faire 5 minutes de mise en avant très rapide, mais que vous voyez concrètement comment avoir Jean-Charles chez vous, dans votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur ou sur un TNI pour ceux qui sont en classe. Alors, nous avons une autre solution, c'est d'acheter des boîtes de chocolat, et puis je me déplace éventuellement. Ouais, c'est bien ça aussi. Alors, je vais essayer de présenter Jean-Charles le gourmand. Alors voilà,
je partage avec l'audio. Donc là, je suis sur le site de Lilycool. Donc, je me connecte. Alors, normalement, oui, juste avec, avec un simple ordinateur ou un smartphone, tablette ou TNI. Et donc, on va trouver dans Lily 3 types d'activités, à 90% audio et 10% c'est du print qu'on peut imprimer, des productions pour l'élève ou pour l'enfant. Donc, on va se concentrer sur la philo, mais en une phrase, on a des ateliers donc, de temps calme pour travailler l'attention, la régulation des émotions, l'identification des émotions avec les élèves, avec notamment des relaxations, des bulles sonores, des respirations, etc. On a des jeux d'expression orale et artistique, donc avec notamment de l'impro, du mime, du théâtre, on va se mettre à la place de l'autre. On est aussi dans de l'empathie, on est dans cette logique de non académique où il n'y a pas de bonne réponse parce qu'on est dans le principe de répartie en collectif. On commence à travailler le collectif de manière ludique et de manière assez efficiente. Et enfin, on a ces ateliers philo. Donc, je vais vous montrer ça, c'est pour ça qu'on est là tous ensemble aujourd'hui. Donc là, vous allez trouver plus de 70 ateliers philo. En fait, il y a 35 thèmes et qui sont déclinés selon 2 modalités. Donc, moi, je vais vous montrer Moi et le monde. Tout à l'heure, tu parlais du handicap, ça veut dire quoi normal? On a échangé sur la tolérance ou le racisme, on est tous pareils. Tu veux parler d'un exemple de discussion sur la mort, mourir ça change quoi? Typiquement, voilà, on parlait de l'usage du on pour mettre à bonne distance et pouvoir, entre guillemets, sortir de l'intime pour aller vers de la conceptualisation sur ces sujets-là. Donc, on a à chaque fois, attends, je vais vous en montrer un, pardon, excusez-moi, je remonte. Moi et les autres, par exemple, ça va, on rigole sur la moquerie. Vous avez immédiatement un résumé de ce qui va être abordé, en l'occurrence, la différence entre rire de quelqu'un et rire avec quelqu'un et voilà, l'effet groupe qui va pouvoir être abordé à travers cet atelier philo. Et vous avez 2 modalités. Donc, un podcast qui peut être écouté et réfléchi en solo par un élève ou entre élèves ou entre enfants avec un éducateur, qu'il soit enseignant, enseignante, animateur, animatrice, documentaliste ou éventuellement les parents en continuité éducative. Et donc, je peux vous mettre dessus. Après, on va avoir une petite… On rigole. Voilà, Jean-Charles, pour de vrai. Tu nous as dit que tu étais avec des copains, ton frère ou ta sœur. Après avoir regardé l'image, chacun va d'abord réfléchir seul pour essayer de voir ce qu'il pense de la situation. Alors, je vais pas vous la faire dérouler, mais on part soit d'un visuel, soit d'une situation qui est donnée, qui permet de mettre à bonne distance, comme un conte, via la médiation d'une histoire à bonne distance affective, les enfants qui vont pouvoir réfléchir sur une situation et être guidés dans un questionnement. Et en général, on recommande plutôt à l'éducateur d'écouter ces podcasts pour préparer l'atelier, sachant que il y a un podcast qui dure 1 minute 30, et est-ce qu'on est en train de… Non, ça va. Et ensuite, il y a un podcast de 6-7 minutes où Jean-Charles et Edwige vont donner des clés pour cadrer et relancer l'échange sur 3 axes pour pouvoir approfondir le débat. Donc, vous avez modalité podcast, ou pour rebondir sur le point de tout à l'heure, en groupe classe ou en plus petit groupe, vous avez toujours un carnet philo, pareil, qui a été conçu par Jean-Charles et Edwige. Et le carnet philo fait référence au podcast avec les grandes idées, avec du langagier, avec un peu de vocabulaire. Donc là, c'est tout petit, mais vous pourrez le trouver, en l'occurrence, gratuitement dans l'appli. Une réappropriation de la question, une réinterprétation par l'enfant, dictée à l'adulte pour les plus petits ou trace écrite en autonomie pour les plus grands. Le lien entre écrit, oralité et échange et continuité possiblement à la maison, avec une enquête à faire sur ce thème auprès de ses proches. Et puis en 4e de couverture de ces petits carnets à imprimer, il y a toujours un dessin dans l'esprit de
de Élise et Célestin Freinet, donc l'expression libre, pour pouvoir avoir une approche plus d'expression artistique sur le thème. Donc des signes de situation sur une feuille, une où l'on rit avec une personne, une où on se moque d'une personne. Voilà, ça c'est sur la dernière type d'approche. Et on a toujours en dessous des recommandations qui ont été faites par Edwige Jean-Charles de différents livres, lectures, classés par âge pour pouvoir aller creuser ce thème. Donc il y a vraiment beaucoup de thèmes. Comme je vous disais, on peut traiter de la colère, on peut traiter de la timidité, de la tristesse, etc. Et je reviens en arrière un instant. Il y a également donc dans Lily une formation à l'atelier philo, donc conçue par Edwige Chirouter et Jean-Charles Pétier, ici présent, où en fait on va vous permettre d'avoir en tant que enseignant ou plus largement éducateur, éducatrice, encapsuler finalement n'importe quelle question qui peut vous tarauder, soit en préventif, soit en curatif entre guillemets. Donc par exemple, gérer un enfant, que faire d'un enfant qui faire un partage trop intime. Vous allez toujours avoir une première réponse en vidéo. Comment gérer des partages de vécu trop émotionnels ou trop intimes? Je vous laisse 5 secondes. Le vécu, l'intimité, les émotions trop fortes ne sont pas de bons leviers pour philosopher. L'expérience personnelle risque de nous emporter dans un trop-plein d'affects et de... Donc, vous allez avoir une petite vidéo d'une minute 30 qui vous donne une réponse vraiment très sérieuse par rapport au point que vous êtes en train de vouloir questionner. Et puis, vous avez toujours un podcast. Comment gérer des partages de... va durer 6-7 minutes pour pouvoir aller beaucoup plus loin et faire le tour de la question. Voilà, donc ça va de gérer un enfant à gérer la classe, gérer le débat, qu'est-ce que je fais du tableau, comment je relance, qu'est-ce qu'on fait si on me sollicite trop mon opinion, que faire de références scientifiques ou historiques erronées. Vous avez après des points sur le niveau maternel ou les adolescents, et puis de manière plus macro et plus académique, les grands courants de pensée qui sont abordés par Jean-Charles et Edwige. Voilà, donc ça c'est Lily, je vous laisserai voir un peu plus, mais effectivement le grand fondement de Lily, c'est de pouvoir être proposé gratuitement avec déjà pas mal de contenu pour que on travaille le calme, on travaille l'aisance à l'oral et puis la confiance en soi à l'oral et avec les autres, avec ces 3 types d'activités, avec la mission d'accompagner les enfants aussi bien à l'école qu'en périscolaire et également possiblement à la maison. Et puis, il y a une version évidemment premium qui est offerte si vous êtes dans 12 départements, j'arrêterai la pub là, TNE en France, payé par le ministère. Et pour les autres, on accompagne les enseignants et les collectivités à monter des projets Notre École Faisons-la ensemble pour pouvoir en bénéficier également. J'arrête ici la pub. Quelle est la tranche d'âge? Il y a une question. Donc ça commence en cycle 1. Donc nous, on parle de 3 à 12 ans. Après, on a donc cycle 1, cycle 2, cycle 3. 3 à 12 ans. Après, on a un certain nombre de collèges et lycées qui nous utilisent très clairement avec il y a un point qui fait dont il faut faire fi pour les plus âgés, c'est le design où à hauteur d'adulte il y a une impression que ça peut être trop enfantin. Après, les exemples qui ont été pris par Jean-Charles et Edwige sont évidemment faits pour pouvoir fonctionner sans parler de joujou et autre chose. Donc les sujets sont génériques. Quand on dit je fais ce que je veux, on parle de la liberté. Quand on dit quand on parle de la mort ou du racisme, ça fonctionne à tout âge. Et évidemment, l'impro, il n'y a pas d'âge pour faire du Time's Up et donc il n'y a pas d'âge pour faire du Lily. Pareil pour les temps calmes. Donc en fait, ça fonctionne théoriquement cycle 1, cycle 2, cycle 3, mais on a clairement en fin de collège et au lycée des cas d'usage de Lily. Il y avait mention du TNE, oui, donc territoire numérique éducatif. Lily est accessible sur ta2.lily.cool et offert pour tous ceux qui sont dans les 12 départements TNE. Et à adapter donc, merci, oui, absolument. On nous demande de l'adapter d'un point de vue design pour les plus grands enfants. Voilà. Merci Jean-Charles de m'avoir passé le témoin pour vous présenter un peu Lily.
Alors, s'il y a des questions, quels sont les départements TNE, on me demande. Eh bien, il y en a. Oui, alors j'aurais dû. Il y en a. Je vais essayer de trouver la réponse, mais. Ouais, en fait, il faut aller sur tne.lily.cool. Attendez, je vais quand même. Alors, pour le lien vers l'application, je vous l'ai mis dans le chat. Oui. Et pour les 12 départements TNE, je vous dis ça tout de suite. Donc là, vous avez donc sur tne.lily.cool, vous arrivez sur cette page-là et on voit effectivement que dans le Val d'Oise, dans Paris-Jean-Charles, dans l'Aisne, dans les Vosges, le Doubs, l'Isère, le Cher, la Vienne, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. On avait tout à l'heure des personnes de l'audience de là-bas. Donc voilà, donc on est présent là-bas et donc offert là-bas, payé par le ministère. Et pour le reste des départements français, on a le dispositif Notre École faisons-la ensemble, ou NEF, ou FIP, ou CIR, c'est la même chose. Et on peut accompagner pour travailler, lutter contre le décrochage, une école inclusive, améliorer, réduire l'inégalité des chances. Et puis, je fais un petit parallèle, mais le grand enjeu qu'on a, nous, chez Lily, c'est vraiment de démontrer qu'en travaillant sur ces compétences psychosociales, t'en parlais Jean-Charles tout à l'heure, de manière incidente, on améliore, le climat de classe, 2, la motivation individuelle de chacun des élèves, au-delà du collectif, et 3, l'engagement et la réussite dans les apprentissages, y compris académiques. Donc, aussi bien d'un point de vue fonction exécutive, quand on travaille sur l'esprit critique et la logique en philo, on va peut-être avoir un meilleur engagement, une meilleure réussite en maths. Et quand on travaille sur l'engagier à travers la philo, ou le langagier et l'inhibition à travers l'improvisation, par exemple, avec Lily, on va de manière incidente avoir une autre approche du français et une autre approche du langagier, et également on peut avoir un meilleur investissement sur l'académique. Donc le principe, c'est également de dire qu'on peut être au-delà d'améliorer et l'empathie, et l'esprit critique, et le vivre ensemble, on peut aussi être une clé de réussite scolaire et de réussite éducative au sens large, de la santé mentale et d'investissement dans les apprentissages. Voilà, j'arrête le partage. Je vous ai mis les liens dans le chat là, pour tout ce qui était aussi dispositif CNR et NEF. Là. Oui. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à consulter sur le site du ministère. Pareil, je vous ai mis aussi le lien pour EduScol, où vous avez la liste des 12 territoires éducatifs numériques, sachant que c'est une liste qui évolue. C'est-à-dire que elle n'est pas fixe pour l'instant. Oui, c'est vrai que j'aurais dû, et je dois encore remercier Réseau Canopé, parce que c'est l'opérateur des territoires numériques éducatifs, et c'est Réseau Canopé qui nous a choisi lauréat numéro 1 sur le développement des compétences psychosociales dès la maternelle. Et donc, quand je disais ministère, j'aurais dû largement, indirectement, Nicolas et Frédéric, vous remercier. Voilà. Bon, super. Alors, du coup, on a un peu perdu le fil. C'est ça le problème quand on fait de la pub. Après ça marche pas. On va revenir à des choses plus cognitives. Mais si vous avez des questions sur Lily, n'hésitez pas. Et moi, c'est arnaud@lily.cool et on est là avec toute l'équipe pour vous en dire plus. Jean-Charles, peut-être pour revenir sur la philo et le climat de classe, est-ce que tu pourrais nous parler de ton point de vue sur est-ce que la philosophie pour enfants est un moyen de régler justement ces sujets de vie de classe? Est-ce que pour toi c'est le bon outil, c'est un outil ou au contraire il ne faut pas forcément le voir avec cette utilisation? Alors, sur les sujets de il faut que je retrouve moi-même mes esprits. Alors, sur les sujets de vie de classe, d'abord, on peut travailler sur les sujets de vie de classe. Simplement, c'est comme tout à l'heure, on me disait, est-ce que c'est mieux en groupe ou collectivement? Je dirais, travailler sur des sujets de vie de classe, ça a un intérêt, ça a un problème. Alors d'abord, ça a plusieurs intérêts et plusieurs problèmes. L'intérêt, c'est qu'on va se dire, bon, voilà, ils sont motivés.
Finalement, ils sont dans leur proximité, les choses qui les concernent. Donc là, on va pouvoir, ils vont avoir envie de penser, ils vont avoir envie d'en discuter, etc. Tout ça, c'est vrai. Donc la grande qualité, c'est que c'est motivé. Le grand défaut, c'est que c'est motivé. C'est-à-dire que, comme toujours en pédagogie, ce qui est la qualité est le défaut. C'est la même chose. Alors pourquoi c'est un défaut? Parce que du coup, quand je suis motivé, quand je suis proche, là, on va tomber dans précisément ce dont on parlait tout à l'heure pour dire il faut y faire attention aussi, c'est-à-dire que ce sont des problématiques dans lesquelles vont jouer beaucoup les affects, parce que la vie de classe, c'est la vie de mes copains, c'est la vie des gens que je connais. Et donc, c'est très difficile de pouvoir prendre de la distance. Hein, vous savez, c'est un peu comme chacun d'entre nous, quand on doit conseiller quelqu'un sur la façon dont il doit éduquer ses enfants, c'est toujours très simple. Quand nous-mêmes on réfléchit à la façon dont on doit éduquer les nôtres, c'est toujours très compliqué, parce que ce sont précisément les nôtres. Et donc on est dans cette dans cette espèce d'amalgame entre la raison, le raisonnement et puis les affects. Donc c'est très difficile. Ben voilà, les élèves, il n'y a pas de raison pour lesquels ça serait plus simple pour eux. Non, ils sont petits. Un adulte, il a déjà du mal. Alors un enfant petit, pour lui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va aller chercher. À la fois, on peut parler de problématiques qui concernent la vie de classe, mais peut-être pas la vie de notre classe. La vie d'une classe en général, ou la vie des enfants, c'est-à-dire des problématiques qu'ils peuvent comprendre, parce qu'elle les touche au sens où elles sont dans leur quotidien, sans être leur vie personnelle. Voilà. Et donc, du coup, là, on aura un biais, par exemple, dans l'application, quand on dit il y a des sujets, problèmes, etc. Voilà, c'est des choses qui peuvent leur parler, qui parlent à leur quotidien sans être leur propre problème. Et puis, par ailleurs, le fait qu'on ait développé des aptitudes, des compétences philosophiques, qu'on ait développé des raisonnements, va aussi nous permettre, quand par contre on fait le choix de parler sciemment, de parler de problèmes de la vie de classe, du coup ça va permettre de fournir aussi des points de repère sur la position, sur les positions auxquelles on avait réfléchi quand on discutait philo, hein, et qui sont finalement traduites par les problématiques de la vie de notre classe. Voilà. Donc, quelque part, là, dans ce cadre-là, on a un lien entre la pensée philosophique et la réflexion et le cas concret, au sens où ce cas concret, on peut essayer de mieux le comprendre parce qu'on a développé les armes de l'examen critique grâce à la pensée philosophique. Donc, à la fois, il faut s'en méfier, c'est intéressant parce que c'est motivant, c'est problématique parce que c'est motivant, et en même temps, on a peut-être des clés parce qu'on a pris des choses qui étaient, c'est pas qu'elles étaient moins motivantes, mais qu'elles étaient un tout petit peu plus à distance, qui nous ont permis de développer du raisonnement, de la pensée logique, etc., de la compréhension de valeurs, et qui vont nous aider donc à penser, voilà, ces situations qui sont donc dans un échange moins philosophique, mais plus comme une illustration, parce que la pensée, on n'est pas dans la pensée que pour la pensée elle-même. La pensée, elle a aussi un lien à notre vie du quotidien. Hein. L'école, elle est là pour nous apprendre à penser aussi, à prendre de la distance sur notre quotidien. Les clés de la connaissance sont des clés qui nous permettent de penser aussi notre monde, heureusement. Heureusement. Voilà. Parfaite transition, Jean-Charles, pour peut-être de ma part une dernière question avant de conclure. Et donc, je profite de ce moment pour rappeler que voilà, si vous avez n'importe quelle autre question à poser à Jean-Charles, allez-y. Il nous reste encore en théorie 20 minutes. Donc, juste une question. Là, tu parlais justement de l'école qui développe la connaissance. On a parlé aussi de compétences qu'on peut développer à travers ces pratiques philosophiques. Donc, un enseignant, une enseignante doit travailler
doit gérer doit nécessairement la vie de classe, mais elle a également comme obligation le programme à suivre. Et donc, comment, de manière plus concrète, faire entrer ces pratiques d'atelier philo dans les programmes? Alors, pardon, les programmes sont pas les... Je tousse dès qu'on parle des programmes. Hein. Ouais, je comprends. Ça fait écho à beaucoup d'éléments des programmes. Hein. Dès la maternelle, on a des programmes qui mettent d'abord le langage au cœur des apprentissages. Hein. La maternelle, c'est le lieu du développement du langage, parce que le langage, c'est l'accès à tout le reste, donc à tout le reste de ce qui se fait à l'école, mais à tout le reste du monde, finalement. Hein. Donc, notamment par le biais d'un maternel de faire verbaliser des émotions, hein, donc travailler l'oral, mais aussi travailler le rapport aux autres, la socialisation, c'est quelque chose de fondamental évidemment en maternelle. Alors attention, en maternelle, on n'est pas encore dans des enfants qui sont en train de débattre en disant excusez-moi cher ami, mais l'argument que vous soutenez me paraît un peu discutable, etc. On n'est évidemment pas là-dedans. On est dans des enfants qui évoquent leur quotidien, mais qui, à travers l'évocation de leur quotidien, avec qui on va pouvoir soulever des questions justement, qui nous montrent que le quotidien il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on penserait a priori. Hein. On leur dit à la fois des choses et leur contraire, on leur dit, et donc ça va être du coup l'occasion de commencer un tout petit peu, alors tout petit niveau d'enfants, hein, d'enfants très petits, de complexifier un petit peu leur pensée, mais aussi d'avoir besoin de mots hein, pour dire les choses et exprimer donc justement ce quotidien. Hein. Bon, à l'école élémentaire et cycle 1, 2, 3, etc., il y a tout le travail en éducation morale et civique, hein, bien sûr, qui demande le développement de débats, et avec des programmes qui nous disent bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas là de transmettre telle ou telle position morale, mais de permettre à des enfants de la construire, de construire un certain nombre de positionnements moraux, hein, qui peuvent être aussi pour certains particuliers à chacun, hein, comme notre démocratie renvoie les questions morales à la sphère privée. Et bien là, quelque part, on les aide à construire des positionnements, voilà. Et puis dans les problématiques qu'on voit en EMC, on va avoir voilà, beaucoup d'éléments qui touchent à des questions d'ordre philosophique, hein, et heureusement, hein, puisqu'on est en train d'éduquer un citoyen, et un citoyen, ça doit être quelqu'un qui est capable d'envisager ce type de problématique, en principe. Hein. Voilà. Mais il y a aussi tout le travail, alors en français, sur l'oral, hein, bien sûr, et le développement du vocabulaire. Hein. Voilà. Hein, avec des éléments sur le développement de l'oral qu'on va trouver dans Lily. Tu veux juste expliquer ce qu'on trouve dans Lily, Arnaud, sur le développement, tu sais, la question des carnets. Les carnets philo? Ouais. Donc, oui, effectivement, donc, Lily, à travers les carnets philo, c'est également une approche sur le français, ce que je présentais tout à l'heure, donc la dimension langagière, enrichissement du vocabulaire, trace écrite et expression orale. De manière générale, Lily, sur l'oralité hein, et sur le français, il y a aussi toute la partie dont je parlais de théâtre d'improvisation et d'expression artistique, qui est clairement pour l'un et pour l'autre au cœur des programmes en élémentaire, collège également. Sur la maternelle, moi, je voulais juste rajouter la socialisation, qui fait partie du programme maternel officiel depuis la révision de 2021. Et puis, dans le plan maternel qui est en place depuis décembre dernier, on prône une école de la confiance en soi et du vivre ensemble. Et donc, évidemment, on est là-dedans. Et voilà, de manière plus transversale, je pense que tout ce qui est autour du socle commun de compétences, on va évidemment sur le développement de la formation de la personne et du citoyen à travers les ateliers philo, mais aussi le domaine 2 de outils pour apprendre, donc aussi bien sur l'aptitude au questionnement avec la philo, la mémorisation et l'inhibition, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'impro, et pour ce qui est de Lily, l'attention et la concentration avec les temps calmes qui font partie des outils pour apprendre
et Grégoire Borst, il y a quelques jours, a expliqué que avant d'apprendre les apprentissages fondamentaux, il était important à l'école et de manière générale d'apprendre dès le plus jeune âge les fondamentaux de l'apprentissage. Donc les outils pour apprendre, ça fait vraiment partie des choses qu'on peut développer avec ce type de pratique. Voilà. Alors Zaza, Mina, qui te pose cette question. Je voulais juste ajouter un petit truc. Arnaud, c'était par rapport au collège, signaler que les heures de vie de classe sont aussi, en dehors des pratiques en EMC français, les heures de vie de classe sont aussi un moment où un certain nombre de collègues en profitent à l'occasion pour avoir des types de débats qui sont pas juste centrés sur la vie de notre classe, mais qui fournissent des éléments de réflexion sur la vie aussi à l'école et voilà, avec des problématiques un petit peu plus larges que la vie du quotidien de telle ou telle classe, voilà, mais qui permettent de penser, de la pensée plutôt. Voilà. Ouais. Alors, tu avais des questions? Je disais peut-être, Mina, si vous voulez prendre la parole, ce sera peut-être plus simple pour préciser peut-être la question. Voilà, bien vu. Bon, alors sinon on va la lire, tant pis. Si un problème est survenu avec un des membres d'un groupe avec lequel on pratique l'atelier philo, peut-il être l'occasion de la discuter de manière générique, bien sûr, ensemble, en atelier philo, sous un angle philosophique plus large? Y a-t-il un moment plus adapté pour le faire ou pas? Alors là, moi j'ai une hésitation. Je vous dirais franchement, j'ai une hésitation parce que je craindrais que ça soit l'occasion d'une stigmatisation. Ça me fait un peu craindre ça. Je me dis, ça m'est jamais arrivé. Hein. C'est pour ça que je suis plus hésitant, c'est que là, ça m'est jamais arrivé. Et je me dirais, est-ce que je vais arriver à contrôler la situation? C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, je mettrai pas en cause directement l'enfant explicitement dans l'échange, mais j'ai l'impression que je proposerai des situations qui font écho au type de problème rencontré pour qu'on puisse y réfléchir dans l'absolu, hein, plus que ce cas particulier. Voilà, j'ai l'impression, dans mon senti, hein, je suis pas sûr de moi, hein, mais je me dis, j'ai l'impression que moi, je saurais peut-être pas contrôler ça, en fait. Voilà, je saurais peut-être pas bien le mener et j'ai peur pour parler un peu trivialement, j'ai peur d'exploser en vol un enfant ou un groupe. Voilà, c'est ça qui me, j'aurais un petit peu peur de ça, alors que je me dis, s'il y a des situations qui nous permettraient d'évoquer du coup ce type de situation, etc., sans être directement dans le règlement enfin si j'ai bien compris la question, dans le règlement du conflit spécifique avec cet élève, quoi, ou du problème soulevé par cet élève-là. Voilà. Bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Hein, là, je suis pas tout à fait sûr de moi. Ouais. Merci Mina pour la question et Jean-Charles pour la réponse. Peut-être un dernier mot, Jean-Charles, un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne tous peut-être en 3 points de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui? Alors, des points à retenir, moi j'en vois un certain nombre, hein, pour faire bref. Hein, pour moi, ce qui constitue le fondement des pratiques à visée philosophique avec les enfants, c'est le fait de prendre l'enfant comme un interlocuteur valable. Et je dirais presque, s'il y avait qu'une chose à retenir aujourd'hui, hein, c'est de se dire qu'est-ce que je fais avec des élèves, avec des enfants, comment j'agis si je décide de les considérer comme des interlocuteurs valables. Et tout le reste découle de ça. Bon, voilà, hein, ça c'est la première chose. Donc le premier point fort. Le deuxième point fort, c'est l'enfant, mais dans sa relation aux autres. Hein. Et du coup, avoir ce type d'activité, c'est mettre en place des conditions qui vont favoriser du coup, qui vont avoir un impact aussi sur le climat scolaire. Hein. Bon, voilà, il y a le lien, hein, sans que ça soit à nouveau ce que je disais du départ, sans que ça soit mis en place pour ça, mais cet intérêt. Alors, ceci dit, attention, quand même une chose qu'il faut dire, hein, c'est que si je suis arrivé à faire débattre des élèves, c'est quand même qu'il y avait un minimum de bon climat dans la classe, hein, sinon
si mon établissement c'est la foire d'Empoigne, c'est pas le fait qu'ils s'assoient autour d'une table qui va faire que d'un seul coup ils discutent. Hein. Donc il y a évidemment un minimum pour que les choses se construisent. Hein. Bon voilà. Donc, donc ça c'était le deuxième aspect, la relation aux autres. Le troisième aspect, on commence à élargir les perspectives. C'est l'aspect politique des choses. Hein, c'est-à-dire que derrière la question du climat scolaire, il y a la question du citoyen en société, de ce que c'est qu'une société, de la démocratie, à quoi elle se réfère. Et la démocratie, c'est des échanges d'idées pour décider, comme je le disais dès le départ, et de façon apaisée. L'école, elle est là aussi pour apprendre que la diversité des idées ne doit pas nous conduire à l'affrontement et à aller prendre une Kalachnikov pour descendre celui qui ne pense pas comme moi. Voilà, en gros. Hein. Donc, évidemment, j'exagère, mais pour frapper un peu les idées. Hein, voilà. Et donc, se dessine là la perspective politique d'une société dans laquelle on est divers, mais on vit ensemble en acceptant ces diversités, en les examinant, etc. Et puis, j'en rajouterai une dernière qui est encore plus large, c'est que derrière ça, il y a, il me semble, l'ouverture de l'enfant à l'humanité, c'est-à-dire à cette espèce qui s'interroge sur le monde dans lequel elle vit, à qui il pose des problèmes, mais c'est cette capacité de se poser des questions sur le monde qui nous entoure qui fait la grandeur de l'humanité pour nous. Et inscrire les enfants là-dedans, c'est les mettre en lien avec le reste de l'humanité de nos contemporains, mais c'est aussi les mettre en lien avec l'humanité telle qu'elle a été et telle qu'elle peut devenir. Donc je crois que ça, c'est très intéressant. Merci. Voilà. Merci Jean-Charles. Large que simplement soi-même. Voilà. Ouais, on finit avec beaucoup de hauteur. Je te remercie. Je voulais te remercier vraiment. J'étais personnellement honoré et heureux de pouvoir avoir cet échange, en tout cas de t'écouter, nous partager tout ton savoir avec de ton humilité légendaire. Merci Nicolas, merci Fred, merci à tout le monde. Une dernière question pour toi. Juste une petite question qu'on peut peut-être encore traiter. Quelle est votre posture? Donc Linda qui demande quelle est votre posture lorsque vous faites face à une attitude de fermeture face à la discussion? Alors, de fermeture face à la discussion, bon, il arrive, hein, dans tous les groupes, il y a un certain nombre d'enfants qui ne vont pas parler spontanément. Alors, fermeture peut vouloir dire plusieurs choses. Fermeture, ça va être, bon, voilà, des enfants qui ne s'expriment pas. Alors, longtemps, j'ai dit, quand je faisais de la formation, un enfant qui ne s'exprime pas, on va respecter son silence, et puis voilà. Bon. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit, mais si les enfants, ce sont des interlocuteurs valables, eh bien, je ne peux pas considérer que le fait qu'ils ne parlent pas me soit indifférent, puisque je considère qu'ils sont valables. Et donc, je me permets, dans les échanges, au bout d'un moment, d'adresser une question à ceux qui n'ont pas parlé, à laquelle je dis d'emblée, alors je l'ai annoncé dès le départ, hein, à un moment, j'adresserai à ceux qui n'ont pas parlé une question. On peut choisir de ne pas répondre, mais c'est une question à laquelle on peut répondre simplement en disant oui ou non. Simplement. Voilà. Et donc, arrive au bout de quelques minutes, une dizaine de minutes en général, cette question qui peut être, par exemple, avez-vous entendu depuis le début une idée à laquelle vous n'aviez pas encore pensé, jamais pensé, ou une idée avec laquelle vous n'étiez pas d'accord, ou bon. Et ils vont me répondre par oui ou non. Et là, je me suis aperçu que quand on faisait ce tour de table des enfants qui n'avaient pas encore parlé, en fait, ils saisissaient ce moment pour commencer à parler, en fait. C'était le côté un peu surprenant des choses, c'est que du coup, ils commencent à expliquer, oui, il y a cette idée-là, machin, et ils développent. Et du coup, je me suis dit, mais heureusement que j'ai eu cette idée, il ne s'agit pas de les contraindre à parler, ils peuvent faire signe avec les mains, là, comme je fais en ce moment-là. Non, je ne souhaite pas parler. Bon, voilà, ni dire ni oui ni non. Je vous dirai très franchement, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Bon, voilà. Et par contre, il arrive très souvent qu'ils développent. Hein, j'ai même vu au Cameroun des jeunes filles
qui chacune ont développé plusieurs minutes pour expliquer un propos avec lesquels, une idée avec laquelle elles n'étaient pas d'accord, et j'en avais 16 dans une classe qui ont fait ça successivement alors qu'elles n'avaient pas dit un mot depuis le début de nos échanges, avec les garçons qui parlaient. Bon voilà. Donc c'est pour dire, voilà. Alors après, si c'était un enfant qui refuserait le fait d'échanger, alors moi j'en ai vu, si j'en ai eu quand même un cas une fois, un môme qui m'a dit, moi ça m'intéresse pas, je veux pas, etc. Bon, ok, très bien. Alors je lui dis, ok, je te mets, donc tu restes pas dans le cercle puisque tu ne veux pas, c'est une activité qui t'intéresse pas, donc je te propose de dessiner ou, par contre je t'interdis de parler, du coup, tu ne veux pas, donc je te l'interdis, tu ne pourras pas intervenir. Il a tenu 5 minutes dans ce cas-là. Il a tenu 5 minutes parce que les propos qui se sont tenus ont rapidement, j'ai peut-être eu de la chance, hein, attention, j'ai peut-être eu de la chance, mais ont rapidement sollicité son attention. Et là, il avait envie de parler. Et j'ai dit, écoute, alors, moi, je veux bien que tu parles, mais alors tu viens avec nous, et à ce moment-là, on est dans l'échange, et tu viens avec nous. Si tu le souhaites, d'accord, bien sûr, tu peux venir parler, très bien, voilà. Donc, j'ai joué un peu, et j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance. Donc, et à part ça, sinon, ça m'est pas vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'il y en a qui, sur le principe, des ados, des fois, ils ont un peu peur parce qu'elles regardent des autres, bon, voilà. Mais quand ils voient que ça se passe bien, au sens où on respecte ce qu'ils disent, du coup, un plus grand nombre va se lancer, on va dire. Et c'est pour ça qu'il est si important, ça sera peut-être mon dernier conseil, de faire très attention à la façon dont on interagit avec les premiers qui parlent, parce que les autres sont en observation. Et dès ce moment-là, du coup, ces premiers qui parlent vont donner une image, vont permettre de donner une image de ce que vont être les échanges derrière. Et c'est ça qui va permettre que derrière, après les premiers parachutistes qui ont essayé de parler alors que c'était pas évident s'ils étaient les premiers, arrive le gros des troupes, on va dire. Parce que ça se passe bien, c'est tranquille. Et comme disait une petite fille qu'on interrogeait, elle disait au début, tu vois, j'avais peur. Et puis après, j'ai vu que, en fait, il ne se passait rien. Alors j'ai plus peur et je pars. Voilà. Mais elle n'était pas nécessairement fermée. Hein. Bon, voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si on dépasse ou pas. Il y a encore une question. C'est pas grave, on peut dépasser, on peut se le permettre. Bon. Oui, il y avait en effet une question de, notamment si on est confronté à des élèves qui sont tous d'accord entre eux et que du coup le débat d'idées, que le débat ne peut pas prendre parce que justement ils sont tous d'accord. Comment on fait? Ça c'est c'est la grande inquiétude parce que vous voyez, il y a des gens qui défendent l'idée de la démocratie en disant qu'il faudrait arriver au consensus. Non, le consensus, c'est plus la démocratie, c'est la démocratie molle. C'est tout le monde est d'accord sur une idée qui est minable, en gros, qui est légère, qui n'a pas de fond, qui n'a pas de. Bon voilà. Donc c'est intéressant. Alors là, j'ai vu une fois Oscar Brenifier, qui est quelqu'un de connu dans le milieu de la philosophie pour enfants, qui intervenait dans une classe où j'étais, hein, et qui a dit, face à ça, qui a dit à un certain nombre d'enfants, il leur a dit, écoutez, face aux problèmes que je vous soumets, il y a un certain nombre de gens qui ont tendance à penser ça. Et il a amené une idée contradictoire. Il a dit, écoutez, je vais demander à ce groupe-là, qui n'est pas d'accord avec cette idée, d'essayer de la défendre dans l'échange. Et il a fait défendre cette idée. Et ça a très bien fonctionné, avec le risque que du coup ils se disent on peut défendre n'importe quelle idée, quoi. En gros, peu importe les idées. Bon, voilà, donc ça a aussi un côté. Mais sinon, évidemment, ça va être à nous. Alors d'abord, de leur faire expliquer l'idée sur laquelle ils sont d'accord. On va se rendre compte que quand ils expliquent, en fait, très souvent, les divergences arrivent. C'est-à-dire sur l'idée générale. On est tous d'accord. Ok. Je voudrais que les hommes soient plus libres, je voudrais que... D'accord, ok. Et donc, quand on leur demande d'essayer d'expliquer, c'est là que les divergences peuvent arriver. Et puis, par ailleurs, nous-mêmes, nous sommes en charge de soulever des problèmes, c'est-à-dire d'abord de demander, est-ce que ce que vous dites là, ça serait vrai tout le temps? Est-ce que ça serait vrai pour tout le monde? Est-ce que ça serait vrai dans toutes les occasions? Est-ce que quelqu'un connaîtrait un exemple qui montrerait que cela n'est peut-être pas toujours vrai? Et donc, l'art du contre-exemple, etc., pour faire avancer l'échange, voire de proposer des situations qui vont amener à
ou des questions qui vont amener à problématiser ce que ça peut bien vouloir dire, cette chose-là. Voilà. Donc ça, ces éléments, c'est des éléments de préparation, et donc là, il faut aller regarder quand même pour avoir des idées de problématiques qui vont pouvoir, du coup, être sollicitées, et qui vont permettre pas de casser l'unanimité, mais de l'amener à devoir aller plus loin. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour la présentation de Lilicou et d'avoir posé les questions du coup à Jean-Charles. Jean-Charles, merci beaucoup pour ces interventions et pour ces réflexions que vous nous avez partagées, qui en plus étaient très concrètes et du coup qui parlent d'autant plus aux enseignants parce que vous avez exposé des situations vécues et qui, à mon avis, vont faire écho à beaucoup d'enseignants parmi ceux qui nous ont écoutés, enseignants et pas que, d'ailleurs animateurs d'ateliers philo de manière générale. Nous, on se retrouve… alors, attendez, je vais partager l'écran. Ouais, moi, je vais vous mettre les liens, en fait, parce que je les ai fait. Merci, effectivement, Arnaud et Jean-Charles. C'était vraiment très dense et très concret, effectivement. Il y a plusieurs remerciements dans le chat. Et donc, moi, je vous remets le lien du support du parcours où vous retrouverez l'enregistrement. On vous le signalera, Arnaud et Jean-Charles, dès que c'est monté. Comme ça, vous pourrez aussi partager le lien. Change et de fonctionner comme ça, sans PowerPoint ou Geniali. Et voilà, pour signaler qu'au mois de mars, on aura 2 webinaires avec Marie Caorine qui viendra nous partager sa recherche d'action. Elle vient de devenir maître de conférence. Elle était doctorante à Créteil elle travaillait justement sur la philosophie avec les enfants et elle fait une recherche d'action aussi à la maison de la philo à Romainville. Et Chloé Boucher qui est enseignante en maternelle à La Réunion et elle interviendra le 27 mars pour nous parler d'humour et de philosophie de la maternelle au lycée. Si vous avez envie de creuser un peu Lilycool, webinar.lily.cool. Voilà, c'est mon mot de la fin, à moi. Voilà, moi, mon mot de la fin, ça sera merci. Merci pour votre écoute. Ouais, merci beaucoup. À Canopé et à ces 2 représentants pour nous avoir permis de faire cette chose-là. Et puis merci à Arnaud parce qu'il m'a envoyé dans des structures que je ne soupçonnais pas quand j'étais plus jeune. Voilà. Eh ben, écoutez, merci à vous, merci à tous et excellente fin d'après-midi. Et dans 2 semaines pour ceux qui sont inscrits à la suite du parcours qui va durer jusqu'au mois de juin. Et ceux qui ne le sont pas, vous pouvez encore vous inscrire, il n'y a aucun problème. Allez, merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Jean-Charles. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.